Madame la juge fédérale, Madame la rectrice, Messieurs les présidents et vice-présidents du tribunal cantonal du canton de Vaud, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté universitaire, chères lauréates et chers lauréats, chers collègues, chers membres du personnel administratif et technique, chers assistantes et assistants, chers publics, chers amis et amies, Monsieur le conférencier. Bienvenue à cette journée officielle d'ouverture des cours de la faculté de droit, de sciences criminelles et d'administration publique qui symbolise une nouvelle année universitaire, l'année 2019-2020. Bienvenue à vous toutes et tous à un moment où la faculté, forte, et j'insiste bien sur ce terme, forte de ces trois écoles, que sont l'école de droit, l'école de sciences criminelles, l'IDEAP, développe un potentiel et des synergies, on peut le dire aujourd'hui, permettez-moi la modestie, mais assez hors du commun. Un moment phare, un moment clé, un moment décisif où la faculté se profile comme présente, à l'écoute, se projetant dans un monde social et sociétal où tout se déconstruit et tout se reconstruit, où il s'agit d'être présent acteur, au présent comme au futur, un observatoire d'évolution, de mouvance d'une société parfois déboussolée, parfois en quête de valeurs ou de nouvelles valeurs à définir. Sans entrer dans un discours un brin alarmiste, perplexe, interrogatif, analyste, certains diront peut-être politique, mais comment en 2019 la faculté, par le biais de son décanat, de ses trois écoles et instituts, que sont le droit, les sciences criminelles et l'administration publique, comment cette faculté aborde-t-elle les réflexions sociales et les mouvances d'une société, en Suisse comme à l'étranger, parfois désemparée, en proie à des contradictions de plus en plus aiguës? Que devons-nous dorénavant enseigner à nos étudiantes et à nos étudiants, les uns achevant leur bachelor, les autres leur master, spécialisés ou non, lorsque les valeurs s'entrechoquent, se disloquent ou encore et parfois se détachent les unes et les autres ou semblent disparaître dans un abîme parfois de non-droit? Pour l'école de droit, quelques défis. Quel est le rôle, je prends un peu ça au hasard, mais quel est le rôle du droit, de la règle de droit, lorsque le droit international et le droit humanitaire sont parfois bafoués? Que dit le juriste lorsque, pour s'opposer au sauvetage de migrants et en violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pourtant bien établie, certains mouvements politiques à l'étranger n'hésitent pas à proposer, à ériger en infraction le fait de porter assistance à autrui en haute mer? Quel est le rapport du droit face à l'évolution du climat? Comment le droit de demain abordera-t-il de tels défis? Et comment pourra-t-il anticiper de tels changements, soit en légiférant après coup, une fois la grêle tombée? Quel est le rapport du droit de demain avec le droit du vivant? Que ferons-nous dorénavant des patients lorsque les robots cliniques détecteront avec une précision confinant à la certitude la pathologie future du patient, la date probable de son décès et le coût social de son traitement? Qui sera le détenteur de ces données? Le clinicien? Le patient? Les proches du patient? L'assureur, peut-être? Quel est le rapport maintenant du droit face à l'évolution du numérique? Comment anticiper son évolution? Va-t-on vers une justice prédictive, c'est-à-dire le robot qui tranchera les conflits? Et, dans l'affirmative, quelles seront les données récoltées et qui les installera dans ce futur robot judiciaire? Quel est le rapport de droit face à l'évolution fulgurante des relations entre particuliers? Smart contracts, blockchains. Comment appréhender le droit applicable, la protection du justiciable, du co-contractant ou tout simplement du consommateur que nous sommes toutes et tous? Voilà quelques exemples qui occupent les chercheurs, les praticiens et les académiciens de l'école de droit dans cette faculté. Idem pour l'école des sciences criminelles. Comment comprendre, décoder, analyser et synthétiser les comportements individualistes et ou sociétaux de demain? Quel est le rapport entre le passé et le futur? Dans une perspective criminologique, comment comprendre et expliquer à la cité l'évolution de cette société? Sous un angle forensique maintenant. Comment la société en général, État, entreprise, personne physique, doit-elle se préparer à la cyberdéfense, aux agressions des hackers, à la mise sur pied d'un système de confiance numérique au service de tous, sécurisé et pour une fois, espérons-le peut-être une fois, éprouvé? Comment aussi concilier la détection d'indices, l'interprétation d'indices dans un monde où parfois juges et décideurs apparaissent le plus souvent néophytes, parfois aussi peu formés, parfois aussi, hélas, peu réceptifs à la critique d'une expertise, faute de connaissances peut-être suffisantes? Et puis pour l'IDEAP, les questions de demain, quelles sont les incidences des effets migratoires sur les politiques de la Confédération, des cantons, des communes? Quels sont les rôles de demain de ces collectivités publiques?
Quels seront leurs rapports avec la société actuelle et de demain? Quels sont les rôles des partis politiques sur le fonctionnement des institutions de demain? Ceci dans un monde où tout progressivement paraît remis en question. Voilà quelques exemples, évidemment, pris au hasard très rapidement. Une fin de soirée, je peux dire ainsi, où j'avais tellement de questions que je me suis dit, je vais essayer un petit peu de les rassembler, mais exemple qui montre à quel point la faculté est au cœur de ces questions d'ordre social et sociétal. Ceci dit, fin d'introduction, je vous rassure, mais la faculté, la FDCA, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans l'univers académique vaudois et roman? Jugez du peu, la faculté, ce sont, chaque année je reviens avec des chiffres, mais je trouve que c'est important de les répéter, ce sont 2134 étudiants, tous cursus confondus propres aux 3 écoles, 29 professeurs ordinaires, 34 professeurs associés, 3 professeurs assistants en devenir en tenure track, 84 en personnel administratif et technique en PAT, 125 assistants et, je regarde la rectrice, 28 millions pour gérer, j'allais dire, en vaudois, tout ce commerce. Voilà. Ça représente quand même, ce que j'aimerais dire aussi, ça représente quand même 150 titres de bachelor décernés en 2018 en droit, 150 titres de master décernés en 2018 en droit, 50 bachelors décernés par l'ESC en 2018, 40 titres de master décernés par l'ESC en 2018 et puis 60 masters par l'ITAP en 2018. Tout ça nous permet de faire des projections. Moi, je n'ai pas été très grand mathématicien dans ma vie, mais je parle devant des spécialistes. Mais quand même, j'arrive quand même avec ma calculette à vous dire ceci, c'est que les projections, si on fait un peu dans l'univers roman, 150 masters à Lausanne, là je prends peut-être que pour les masters droit, 150 masters en tout cas à Genève, ça doit être nos rivaux parfois, ils nous dépassent de 1 ou 2 numéros. 150 masters, tout confondu, Neuchâtel et Fribourg, ça veut dire quand même, chaque année en paysage roman, nous délivrons, toutes facultés de droit confondues, 450 masters. Vous voyez ici, c'est une population quand même qui est pas si grande que ça, qui ne grandit pas tant que ça. Et c'était aussi une des préoccupations de votre décanat, c'est-à-dire, mais comment est-ce que les juristes de demain, comment est-ce que les forensiciens, comment les criminologues, comment les spécialistes IDEAP vont-ils trouver un job? Eh bien, on suit ça, qu'un à un. Pour l'instant, ça va encore assez bien, mais je dis assez bien, mais j'insiste sur assez. Mais que ferons-nous demain? C'est aussi des choses ici, quand on voit le nombre d'étudiants, rien qu'ici à la faculté, eh bien, on peut imaginer que dans 10-15 ans, peut-être que ça sera beaucoup plus délicat lorsque ces personnes-là chercheront du travail dans ce milieu-là. Quels sont les programmes, maintenant je vais être un peu moins alarmiste, quels sont les programmes, les plans stratégiques de cette faculté? Quels sont les programmes de votre décanat? Quels sont les programmes des écoles et instituts? Je vous rassure, il ne s'agit pas de me renommer aujourd'hui, donc je peux dire ce que je pense, vous serez peut-être content ou pas, peu m'importe ici, mais c'est peut-être important ici, puisqu'on se voit une fois par année, de faire un peu l'inventaire de tout ce qui se fait, et vous allez voir qu'on ne peut pas dire en tout cas que nous sommes tombés dans une flemmardise aiguë, décanat et écoles confondus. Je commencerai donc par les programmes que le décanat s'est assigné, puis aborderai évidemment les projets propres aux écoles de cette faculté. Les projets qu'on appelle prioritaires du décanat, il y en a un certain nombre, mais je vais être assez rapide, je vous rassure, parce que le temps, je sais que vous avez compté, que vous avez faim et surtout soif pour l'apéritif, mais il faut quand même que je vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Eh bien, tout d'abord, les projets, il faut dire que votre décanat est confronté depuis de nombreuses années à de très, très, très nombreuses demandes et je dirais défis face à une évolution exponentielle de thématiques sociétales, ce qui fait qu'on a bien dû trancher et finalement mettre l'accent sur certains projets. Un premier projet qui nous tient à cœur, qui est assez récent, mais je suis heureux de vous en parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le pôle de gouvernance numérique. C'est un projet propre aux 3 écoles, donc c'est un projet transversal propre aux trois écoles. Et par ce projet, en fait, la faculté entend développer à brève échéance au sein de l'université un pôle d'importance nationale, toute école et institut confondus, dédié précisément à la gouvernance ainsi qu'à la régulation numérique. Pour le décanat, l'expansion vertigineuse des problématiques numériques dans la société, la mise au défi de l'efficacité du droit et des sciences forensiques, mais aussi l'ampleur des sollicitations scientifiques justifie que la faculté se positionne dans la société digitale de demain. Il s'agit de renforcer l'équipe de chercheurs scientifiques de ce demain. La faculté vise la création de nouveaux postes de travail, soit 3 professeurs, 4,2 assistants, un postdoc, 2,6 équivalents plein temps de support PAT au sein de ce nouveau pôle.
Et merci de nouveau à la direction qui nous suit, en tout cas en bonne partie, puisque grâce à elle, nous mettons bientôt au concours 2 postes de professeurs à plein temps, l'un à 100% ESC, un second à 100% au sein de l'école de droit, et puis plus tard un aussi à 100% au sein de l'IDEA. Ça, c'est un premier projet qui nous tient à cœur et puis qui démarre relativement bien. On est très, très fiers. Un deuxième pôle assez important, je n'en ai un peu déjà parlé, mais je reviens maintenant, c'est évidemment le droit du vivant. Nous sommes en étroit contact avec la faculté de biologie et de médecine. Nous pensons que c'était essentiel de pouvoir mettre sur pied la création de l'équivalent de 1,5 à 2 nouveaux postes à la faculté, dédiés précisément d'une part à l'enseignement et à la formation de médecins et de cliniciens à la faculté de biologie et de médecine, et puis aussi naturellement propre à la recherche précisément au sein de notre faculté. Un troisième pôle qui a déjà démarré il y a une année, mais c'est peut-être l'occasion de faire le point rapidement, c'est le master en profession judiciaire. Donc c'est un master qui a démarré en septembre 2018. Le but, c'est de former les futurs magistrats dans cette profession avec un apport théorique, mais aussi pratique de la justice, tout aussi bien pénale que civile et administrative, avec une collaboration très, très étroite et très chaleureuse et très profitable avec l'ordre judiciaire vaudois et le tribunal cantonal vaudois, des prévisions, peut-être des cours de formation ad hoc pour des magistrats vaudois et romans. En tout cas, ici, c'est quelque chose de très nouveau et nous sommes très fiers, en tout cas, de collaborer aussi avec la justice de la cité. Quatrième pôle, c'est le droit du sport. Nous avons donc participé à la création d'un pôle exécutif de la faculté dédié à la formation continue dans ces domaines-là de compétences et d'organisation sportive en partenariat précisément avec l'UEFA. La faculté sort aussi de ses murs pour travailler aussi avec des associations pratiques hors de tout scandale, je vous rassure. Centre de politique fiscale, ici c'est donc un centre que nous avons créé en collaboration avec la faculté de HEC. Durant l'année écoulée, les activités de ce centre inédit ont porté principalement sur l'imposition des entreprises dans le contexte de la digitalisation de l'économie, qui constitue actuellement la priorité du G20 et de l'OCDE. Nous travaillons étroitement, le centre travaille très étroitement avec l'OCDE à Paris. Le professeur Danon a été invité à ce titre à présenter l'apport du centre de l'université lors de réunions à l'OCDE à Paris, regroupant des représentants de plus de 125 pays, ce qui démontre une collaboration toujours plus étroite avec cette institution. Nous sommes très fiers, en tout cas, d'être un peu les élus, précisément, par l'OCDE. Un autre point qui va peut-être moins vous intéresser, mais qui est très, très important parce qu'il est stratégiquement essentiel, c'est que nous avons passé l'année à faire ce qu'on appelle une auto-évaluation de la faculté. J'en parle parce que M. Boisseau, qui est ici présent, il m'attendait au contour, donc je vais en parler et je remercie, mais je remercierai après pour d'autres raisons aussi. C'est un Muss Vorschrift de la Confédération. Pour bénéficier de l'accréditation, donc une université, et du financement fédéral, là je parle sous contrôle de la rectrice, mais je crois qu'elle sera contente que je rappelle ces principes-là, on n'y peut rien, on vit avec, soit, voilà. Et bien pour bénéficier de cette accréditation, chaque université en Suisse, et partant chaque faculté, et partant encore chaque cursus universitaire, doit procéder périodiquement à sa propre auto-évaluation, elle-même évaluée par un collège d'experts externe. Je la fais vite, mais c'est pour un peu expliquer le climat, d'une part, et l'environnement dans lequel ceci se fait. Donc, durant cette année universitaire 2018-2019, c'est la faculté tout entière qui a dû procéder à ce travail particulièrement délicat, autocritique, destiné à mieux comprendre la photographie actuelle de la faculté et de la projeter dans un proche avenir avec de nombreuses adaptations, tenant compte précisément de tout ce que je vais vous expliquer durant ces quelques dernières minutes. Une commission donc composée de tous les représentants de la faculté, professeurs, PAT, assistants et assistantes, étudiantes et étudiants, réunissant des délégués des 3 écoles et instituts, sous la direction du nouvel administrateur de la faculté, M. Stéphane Boisseau, à plancher d'arrache-pied, pour présenter une vision actuelle et future de la faculté dans le monde que je viens de vous décrire. Et bonne nouvelle, ce rapport final que nous avons déposé a reçu l'aval et une appréciation très enthousiaste des experts externes de la faculté. Un grand remerciement à tous les membres de cette commission et à son, directeur pour avoir dirigé, planifié et avec doigté, avec beaucoup de psychologie en tout cas, cette commission pour un résultat assez exceptionnel. Voilà donc pour le décalage, avec encore peut-être juste une chose qui est très importante en matière de communication, c'est la révolution.
J'ai le plaisir de vous annoncer que depuis le 29 août 2019, l'ouverture d'un compte Twitter de la faculté, nous sommes tweetés. Hein. Nous répondons dorénavant à Donald Trump quand il le faut. Voilà pour le décanat. Maintenant, peut-être les différentes écoles. Alors, je vais rapidement vous parler aussi, parce que vous verrez qu'il n'y a pas que le décanat, mais il y a surtout les écoles qui marquent un développement, ce qui explique un peu la longueur de ce rapport, mais j'y peux rien, parce que je trouve que c'est très important que vous entendiez et vous vous rendez compte que cette faculté n'a plus le caractère poussiéreux de ce que certains ont connu d'elle il y a de nombreuses décennies. Je fais partie de la poussière, c'est vrai, mais pour vous dire aussi à quel point elle a beaucoup évolué. D'abord, première école, c'était l'école de droit. Peut-être rapidement passons en revue certains événements qui me paraissent importants. Tout d'abord, dans le domaine du numérique, mais on ne fera pas que ça soit, je vous rassure, à part la conférence qui va venir après. Dans le domaine du numérique, professeur Sylvain Métil, nous avons augmenté la durée du master DCS de 90 à 120 crédits, donc on a révisé notre plan d'études. Je rappelle aussi que le professeur Métil et Alain Papot ont été nommés à la commission d'éthique de la recherche de l'université, donc c'est une commission très très importante. Rédaction pour le professeur Métil d'un rapport à la demande du Parlement européen, intitulé « Le droit au respect de la vie privée, les défis digitaux, une perspective de droit comparé ». Là aussi, nous sommes aussi sollicités, vous voyez ici, par le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas la première fois, et le Parlement européen, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est ici l'occasion de le dire et de le rappeler aujourd'hui. Professeur Meyer, droit civil, alors lui, il a le gros des avantages d'être très modeste, donc on a toujours la peine à lui faire sortir ce qu'il fait, mais il l'a sorti. Hein. Alors j'aimerais dire ceci. Ce qui rappelle, et c'est tout à fait juste, ce qu'il faut rappeler, c'est que nos enseignants sont également appelés à participer à l'élaboration des lois, qu'ils vont ensuite enseigner aux étudiants, respectivement à la surveillance de la mise en œuvre de celles-ci. Ainsi, à titre d'exemple, le professeur Meyer fait partie des commissions d'experts mises en place par la Confédération pour le projet Mariage pour tous, pour le projet de révision totale du droit de la filiation et encore pour le projet de révision du droit de la protection de l'adulte. Et puis, en aval, il faut le dire aussi, vous le savez certainement, il est membre de la commission interdisciplinaire d'éthique et de protection nommée par le Conseil d'État vaudois suite au scandale SPJ, entre autres, qui a frappé à l'été 2018 ici. Bien, merci en tout cas pour ces efforts et cette participation. En plus de sa fonction de directeur de l'école, évidemment, en plus de tout ce qu'il fait, on ne sait pas quand il dort, mais on espère qu'il dort quand même. Voilà. Professeur Bettina Humer, elle sourit avant, mais je veux aussi la viser avec professeur Villers. Pour l'IDAT, un élément marquant de l'année académique 2018-2019, c'est le colloque sur la prévoyance professionnelle et les mélanges piliers du droit social, tous les deux dédiés au professeur titulaire Jacques-André Schneider à l'occasion de son départ à la retraite. C'était dans cette salle, il était très ému, on était tous émus de le laisser partir, mais en tout cas de lui offrir, pour vous de lui offrir cet ouvrage prestigieux. Pour Mme Humer, toujours présente, un article co-dirigé avec les professeurs Bonoli de l'IDEAP, l'ALIV HEC, Yu et Chan à l'IMD, intitulé « Artificial Intelligence and the Future of the Work », publié en janvier dernier, et article reconnu avec une renommée certaine. Merci beaucoup, bravo aussi, pour le rayonnement que ses collègues font grâce à eux, précisément à l'école de droit. Professeur Martenay, eh bien, il faut aussi mentionner qu'il était professeur invité à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, au semestre d'automne de l'année académique passée. Voilà aussi un autre rayonnement de notre école à l'étranger. Professeur Anne-Christine Fornage et professeur Eva Lines, on va signaler la mise sur pied, le grand succès de la semaine de la digitalisation et le séminaire conjoint avec l'Université McGill sur l'incertitude scientifique. Professeur Evelyn Schmid, il y en a encore beaucoup d'autres, mais j'ai dû un peu choisir malheureusement, mais parce que je trouve que c'était assez intéressant ce qu'on pouvait montrer dans le cadre de cette journée d'ouverture des cours. Tout d'abord, un nouveau projet chez Mme Schmid, un projet FNS intitulé « Contourner l'État-nation ». Comment les parlements cantonaux suisses réagissent à leurs obligations internationales. Et puis ici, c'est un projet sur 4 ans, avec un budget de près de 800 000 francs. En tout cas, bravo à ses collègues pour faire aussi rayonner l'école de droit dans le monde. FNS, ce n'est pas toujours facile, notamment pour des juristes, comme vous le savez. Toujours avec Mme Schmid, nos étudiants, donc succès extraordinaire au concours Cassin. D'ailleurs, ils sont dans cette salle, donc bravo. Concours Cassin, je rappelle que c'est un concours, on va plaider, ils vont plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas n'importe qui, sur un thème précis, sur un casus précis. Eh bien, cette équipe-là a remporté le prix du meilleur mémoire de défense, il faut quand même dire, hein,
le prix du meilleur plaideur, et puis se classe 4e dans le concours au final. Donc ici, bravo en tout cas. Là aussi, Lausanne brille de tous ses feux, l'école de droit brille de tous ses feux. Et encore une fois, bravo aussi. Je crois qu'il faut le dire aussi. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec Mme Schmid, un nouvel enseignement international, Law and its Relations with Domestic Legal System, enseigné en anglais. Mais les étudiants peuvent compléter certaines parties de l'évaluation en français, en allemand ou en espagnol. C'est le premier cours à l'école de droit qui est entièrement évalué sur la base d'un portfolio d'apprentissage, c'est-à-dire un regroupement de travaux fournissant une preuve d'apprentissage ou de compétence de la part des étudiants. Professeur Canapa, je le vois là-bas, il voulait se cacher, mais comme il me regarde, je vais le regarder. Professeur Canapa, donc c'est le droit commercial ici. Il a organisé en collaboration avec l'Université de Zurich, avec le professeur Andreas Heinemann, aussi présent, que je salue aussi. Merci Andreas de faire l'honneur de nous rendre visite une fois de plus. Et le professeur à l'Université de Lucerne, la professeure Karine Muller, pour la deuxième fois un séminaire extramuros consacré aux droits suisses et européens des sociétés au Luxembourg. 3 étudiants lausannois y ont pris part et ont présenté leurs travaux de bachelor. Et bien ici, bravo en tout cas aussi d'exporter nos étudiants hors des frontières du canton de Vaud. Enfin, peut-être juste rappeler pour l'école de droit donc le lancement d'un nouveau LLM grâce au travail assidu des professeurs Ziegler, Bonomi, Mayani et Line, qui font partie de ce qu'on appelle le teaching staff, LLM International Business Law, qui va porter sur les contrats internationaux, l'arbitrage international, la fiscalité internationale, la propriété intellectuelle et les relations avec le droit international du sport. Voilà pour l'école de droit. Passons maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, à l'école de sciences criminelles. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire une fois de plus. Professeur Champeau, il est aussi présent, je le vois, il me regarde, donc il faut que je parle de professeur Champeau. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Christophe Champeau? Qu'est-ce qu'il a fait une fois de plus, lui, on peut dire ainsi? Eh bien, il va recevoir en 2020 la médaille Douglas M. Lucas, qui est délivrée tous les 3 ans par un vote de 17 membres du board des directeurs de l'American Academy of Forensic Science. Douglas Lucas est l'ancien directeur du laboratoire de Toronto, qui a été particulièrement actif dans le cadre de l'Académie américaine et pour la science forensique en général. Il s'agit d'une reconnaissance qui récompense les récipiendaires pour l'ensemble de leur carrière et de leur contribution internationale en sciences forensiques. C'est la 2e fois qu'un membre de l'ESC reçoit ce prix prestigieux, puisque cette médaille avait été remise à Pierre Margot par Lucas lui-même en 2011. Félicitations à ce collègue et à ami Christophe Champeau. Professeur Jacques Schiffel, il faut que je parle de vous avant de vous introduire, ça sera plus tard, évidemment, dans le cadre de cette journée. Eh bien, on signalera qu'il a accueilli en 2019 à Lausanne un congrès-workshop dans le cadre du projet européen Canvas, auquel il participe, et le thème, c'était « Ethical Dilemmas in a Strategical and Operational Cybersecurity at State Level ». Bravo, là aussi. Lausanne s'exporte et nous en sommes très, très, très fiers pour tous ses collègues et tous leurs étudiants et chercheurs qui sont avec eux. Professeur Biderman, on va signaler un article intitulé « A Template for Constructing Bayesian Networks in Forensic Biology Cases when Considering Activity Level Propositions », rédigé avec les collègues aussi qui sont Christophe Champeau, Tasha X et Duncan Taylor du laboratoire Forensic Science South Australia à Adélaïde. Et cet article a reçu la mention « Highly Recommended » dans la catégorie 2018 NIFS Award. Autrement dit, ici, c'est l'organe suprême de la science forensique en Australie et en Nouvelle-Zélande qui donne cette mention. Bravo, là aussi, bravo pour l'exportation. Il reste l'IDEAP. Je vais aller plus vite peut-être, mais je pense que c'est important que vous entendiez tout ce qu'on fait dans cette faculté qui fourmille de projets. L'IDEAP, alors, là aussi, beaucoup d'activités, beaucoup de succès. Je m'en félicite et je félicite ses collègues membres de cet institut. Tout d'abord, on va peut-être parler peut-être des étudiants ou des doctorants. La finale suisse de ma thèse en 180 secondes, donc le concours du 6 juin dernier, eh bien, le concours est réservé aux doctorantes et doctorants. Ce concours vise à mettre en avant les qualités de communication, l'enthousiasme, la passion pour la recherche. C'est un événement ludique qui s'adresse au public le plus large. Eh bien, le 2e prix, c'est Armand Brice Quadio à l'IDEAP pour son projet de thèse « L'engagement au travail des employés publics en contexte post-bureaucratique. Quelles encres dominantes pour quelle publicitude ?» Voilà, en tout cas ici, une thèse qu'on se réjouira de lire dans quelques mois quand elle sera achevée.
Le Best Paper Award de la conférence Swiss Data Science en 2019, c'est M. Vadim Mozgovoy, doctorant IDEAP à l'IDEAP. Il a obtenu cette distinction. Là aussi, je crois qu'il faut signaler. Comme ici aussi, le prix de l'idée la plus innopragmatique pour l'équipe d'Oriane Marmy à l'IDEAP lors d'un week-end du hackathon du programme Smart City Boost à Lausanne. Donc ici, bravo aussi pour tous ces chercheurs, pour leur contribution et au rayonnement de cet institut. Puis enfin, il faut le dire aussi parce qu'il est dans cette salle, sous l'impulsion de l'IDEAP et du professeur Chaplet. Il se cache, mais il est obligé de me regarder puisque je le regarde. Voilà. Eh bien, et en collaboration avec l'école de droit et l'école de sciences criminelles, eh bien, lancement d'un nouveau CAST, d'un nouveau Certificate of Advanced Studies dès l'espèce de printemps 2020 in Regulation of Global Sports. Ici, professeur Chaplet, il est tellement génial qu'on le rajeunit chaque année et on va falsifier chaque année l'état civil pour qu'il reste toujours avec nous comme jeune et fructueux professeur, toujours aussi méritant. Voilà, très rapidement, la faculté de droit, c'est aussi le départ ou l'arrivée de nouveaux collègues. Je crois qu'il faut quand même le signaler. Tout d'abord, malheureusement, il y a 2 décès que je dois signaler et qui nous rendent toujours évidemment tristes. Tout d'abord, le premier, c'est en octobre 2018, le professeur Gus Schulze, donc assez jeune professeur, qui a enseigné longtemps à l'université, à la faculté, à la chaire de droit allemand, et qui nous quitte brutalement. On était très tristes, évidemment, d'apprendre cette malheureuse nouvelle. Vous savez, pour certains aussi, le deuxième décès, c'est en janvier 2019, professeur Bernard Dutoit, bien qu'en pleine forme, j'insiste, parce que moi, je l'avais encore vu juste avant Noël, donc pour un dossier, donc pour une expertise juridique, professeur Dutoit nous a quittés. Le passionné de poésie et de droit comparé, j'insiste beaucoup évidemment, il nous a quittés brutalement dans son chalet de Morgin. Vous savez qu'il adorait ce chalet, il en parlait tout le temps. Et j'aimerais dire qu'il aura marqué des générations d'étudiants et de praticiens qui n'ont eu de cesse de le consulter dans toutes les matières de la LDIP. Il est hélas parti, et je pense que pour les juristes romans que nous sommes, que j'ai été, que tous dans cette salle ont été, c'est un triste départ en tout cas. Mais en tout cas, il est parti heureux. Je peux vous dire que moi, j'ai vu quelques jours avant, à Noël, il était en pleine forme. Il disait, je suis plein de projets. Mais ça ne fait rien, en tout cas, c'est très beau de partir ainsi. Voilà. Puisqu'il y a eu aussi des départs, donc il y a aussi des retraites. Le professeur Étienne Poltier nous quitte, professeur de droit administratif, aménagement du territoire, un vrai académicien, mais aussi un juge administratif de terrain. Il nous quitte, ici c'est l'âge de la retraite. Et puis, il faut annoncer des nouveaux professeurs ici. Merci à la direction de les nommer, parce qu'on a besoin de plus en plus, on peut dire aussi, et de plus en plus jeunes si c'est possible. Alors, pour l'école de droit, tout d'abord Thierry Larget, donc professeur associé en droit administratif, il succède au précédent. Madame Catherine Fornage, professeure ordinaire en droit des obligations, elle est là, j'ai vu avant, mais OK. Professeur Vikram Chand, en droit et politique fiscale. Pour l'ESC, Andy Beckiou, professeur associé en traces forensiques. Thomas Sauvignet, professeur associé en traces numériques. Et puis enfin, Quentin Rossi aussi. Donc ici, ce sont des professeurs ici qui viennent compléter, renforcer l'ESC. Enfin, à l'IDEAP, professeur Flavia Fossati, professeur assistante PTC, programme LIVES, inégalité, intégration et migration. Voilà les enseignements qui sont prodigués dès cette rentrée. Je vais finir là par des remerciements, parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de remercier celles et ceux qui font marcher la faculté. Donc évidemment, j'ai parlé des écoles, évidemment, on parlera en premier lieu évidemment des directeurs d'écoles. Certains sont ici, qui mènent les écoles. C'est pas toujours facile, évidemment, parce que dans chaque école, il y a un peu parfois des besoins de résistance, ce qui est tout à fait normal. Mais enfin, courageusement, ils le font. Chaque école est assistée de vice-directeurs, donc ici, merci à eux aussi. Pour le décanat, il n'est pas là, donc il ne peut pas me regarder. Je ne vais pas le regarder. C'est Olivier Ribaud, vice-doyen, directeur de l'école ESC. Pour moi, c'est un vieux navigateur au long cours. Avec votre serviteur, en tout cas, on a fait pas mal d'années de décanat. On a pas mal bourlingué, si je peux dire ainsi. Andreas Lanner, il est là, donc c'est notre politologue essentiel pour les débats au sein du décanat. C'est celui qui dit qu'il faut démolir l'administration, mais heureusement qu'il est quand même là. Donc, il est directeur de l'IDEAP, mais c'est heureux qu'on entende aussi des discours, je ne vais rien trahir, mais des discours un peu parfois désabusés sur ce que c'est que la centralisation, la décentralisation. Philippe Meyer, donc j'ai déjà parlé avant, vice-doyen, ici, directeur de l'école de droit. Merci en tout cas pour leur engagement et leur travail.
Et puis j'aimerais aussi remercier alors les aides de camp du décanat, sans lesquelles évidemment on ne serait peut-être même pas là aujourd'hui et qu'on n'aurait peut-être rien à vous raconter ce soir. Je commencerai par un bleu, c'est Stéphane Boisseau, administrateur, engagé à la faculté à l'automne 2018. Il faut dire qu'on n'a même pas vu passer le temps d'essai, tellement ça a été vite. On l'a pris, puis après, en fait, c'était confirmé. Donc, on n'a pas vu passer les semaines qu'il aurait fallu peut-être faire passer. En tout cas, ce que j'aimerais dire de lui, c'est on peu de moi, parce qu'on se connaît peu, hein, on va dire ça aujourd'hui, mais un très talentueux négociateur, un chef de projet, innovateur et créateur. Et il est dangereux parce qu'il est discret. Donc, autrement dit, il sait tout, il voit tout, et il sait très bien faire passer le message. Et en fait, il arrive à faire à ce que ce décalage se rende compte que parfois, il n'a pas compris la question et que heureusement, il est là comme pour sortir la solution de son chapeau. En tout cas, bravo, merci beaucoup. On vous apprécie beaucoup et surtout, ne nous quittez pas. Voilà ce que je vais dire. C'est ce qu'on veut dire ici. Eh bien, je crois que pour l'année académique, c'est quand même lui qui est au pied levé dans son temps d'essai. Nous a concocté le projet de pôle de gouvernance numérique. Ce n'était pas simple parce qu'il y avait 3 écoles qu'il fallait mettre ensemble autour d'une table pour sortir ce que je vous ai très rapidement évoqué. C'est lui aussi qui a fait toute l'auto-évaluation de la faculté. Alors là, on s'est dit, comme on n'aime pas ça, nous, on va lui fourguer. Mais en fait, il a tellement bien fourgué qu'il nous a fait comprendre qu'on était des paresseux. Donc bravo, en tout cas, par ce tour de passe-passe magistral. Et puis enfin, c'est lui qui a, dans le défi de la coordination entre les 3 écoles, et puis qui va mener d'autres projets aussi sur l'avenir précisément de cette faculté. Voilà pour monsieur Boisseau. Madame Delavie. Bonjour Madame Delavie, toujours là, chargée de communication Internet et de la valorisation des activités académiques, responsable des relations publiques de la faculté avec les autres facultés, responsable des relations avec la direction et la société en général. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites là aussi. Vous êtes celle qui mettez toujours le doigt sur le fait que il n'y a pas sur Internet cette information. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié, parce qu'un collègue dort, ou je ne sais pas comment. En tout cas, toujours est-il, vous êtes là toujours au bon moment pour mettre le doigt sur ce qui est essentiel. Huguette Groux, j'en parle plus, parce que chaque année, je me répète, mais responsable des finances et des relations RH, bras droit du décanat, mascotte et sous-marin du décanat. Son expérience, ça alors je dis, je pense, ce que je dis, son expérience, ses connaissances, ses liens avec les autres facultés et les services administratifs de l'UNIL sont un atout précieux pour le décanat. On envoie le sous-marin et on avise après. Voilà. Que dire de plus ? Dans un monde où l'agression quotidienne, c'est le mail, les commissions, les sous-commissions, les copiles, les groupes de travail, les groupes de réflexion, les sous-groupes de coordination, les délégations et les sous-délégations. C'est comme ça qu'est fait aussi notre monde universitaire administratif. Quand vous serez tous au décanat, bonne chance, ça vous arrivera bientôt, faites-moi confiance. Eh bien, je crois que c'est quand même un plaisir, je crois, pour cette équipe dans le décanat de travailler au décanat avec une équipe soudée, complice, qui agit parfois sans relâche, avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'autodérision. Je crois que c'est aussi important. Il y a des décanats, des fois, où on rit largement. Et je crois que heureusement que le rire est encore là et qu'il l'emporte sur le nombre de commissions, sous-commissions. En tout cas, le rire encore qui l'emporte aujourd'hui. Donc, merci à ses collègues et collaborateurs du décanat et que cette belle faculté continue sur cette lancée. Merci à vous tous. Merci pour cette patience, pour ce long discours. Mais comme il y a quasiment 4 facultés en une seule, et bien voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, ça sera encore plus important et encore plus florissant. Merci beaucoup à vous. Voilà, je vais encore monopoliser un tout petit instant la parole, mais je vous rassure, il n'y a pas que moi qui parle aujourd'hui. Mais d'abord, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette cérémonie. Tout d'abord, ça sera la remise des prix. Et je vais appeler tout d'abord pour le prix Walter Hug, Madame la juge fédérale Aubry Girardin. Je vous remercie chaque année d'être là, d'être présente et de nous faire l'honneur et le plaisir de venir ici délivrer le prix. Je vous laisse le micro ici. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Effectivement, j'ai le privilège et le grand plaisir de venir chaque année à cette cérémonie d'ouverture pour distribuer le prix Walter Hug. Je ne suis pas ici en ma qualité de juge fédérale, mais de vice-présidente de la Fondation Walter Hug.
Alors, avant de distribuer le prix, il me faut, conformément au statut de notre fondation, vous donner quelques indications concernant le professeur Walter Hug et aussi le prix que je vais distribuer ce soir. Le professeur Walter Hug est à la fois juriste et économiste. Il est né en 1898 en Suisse alémanique et a été le recteur de l'université de Saint-Gall, dont il a contribué à faire sa réputation actuelle. Il a également été professeur dans différentes facultés de droit et de sciences économiques en Suisse et est décédé en 1980. Mais de son vivant, déjà, il a souhaité dédier sa fortune et consacrer sa fortune à la création d'une fondation, la fondation Walter Hug, qui vise à promouvoir et à encourager la recherche juridique en droit. Cette fondation a différentes activités, mais ces deux activités principales consistent dans la distribution de deux prix. Le prix Walter Hug et le prix professeur Walter Hug. Le prix Walter Hug est un prix qui récompense un chercheur en droit pour l'ensemble de sa carrière. Ce prix est distribué tous les 3 ou 4 ans. Et il y a parallèlement à ce prix le prix professeur Walter Hug qui nous intéresse davantage ce soir. Alors ce prix intervient en début de la chaîne et vise à récompenser un chercheur pour sa thèse de doctorat. Alors, c'est les prix professeur Walter Hug, il y a différents prix qui sont distribués. Ces prix sont sélectionnés par un comité et ce sont les meilleures thèses de la faculté des différentes facultés de droit qui sont analysées et évaluées. Et parmi ces meilleures thèses, quelques-unes sont choisies pour obtenir le prix professeur Walter Hug. C'est dire l'excellence des travaux qui bénéficient de l'octroi de ce prix. Alors, j'ai le très grand honneur de distribuer un prix professeur Walter Hug à Monsieur Thierry Larget, dont je viens d'apprendre qu'il a aussi été nommé professeur à la faculté de droit de l'université de Lausanne. Nous ne nous sommes donc pas trompés. Merci, Madame la juge fédérale. J'appelle maintenant le professeur Denis Tapie pour le prix Fleuret. Merci, Monsieur le doyen. J'ai l'honneur de présider depuis cette année la Fondation Fleuret. C'est un honneur un peu triste puisque je dois cette présidence au décès subit du professeur Dutoit que notre doyen rappelait tout à l'heure. La Fondation Fleuret, la plupart d'entre vous le savent, est une fondation dont la raison d'être est de favoriser les études et la recherche en droit à l'Université de Lausanne. Elle le fait essentiellement sous 3 formes. D'une part, elle exploite une bibliothèque qui fournit des places de travail et des documents aux étudiants. C'est le petit bâtiment qui est relié par une passerelle au bâtiment Internef. Par ailleurs, elle accorde des aides financières et d'autres subventions à des projets de recherche en droit. Et enfin, elle distribue un prix à une thèse particulièrement distinguée pour sa qualité. Cette année, ce prix a été décerné à M. David Redler pour sa thèse intitulée « Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain, instruction de l'entreprise ou cheval de Troie de l'autorité ». Si vous voulez bien me rejoindre. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardon.
Alors, merci au professeur Tapi. J'appelle maintenant M. Schmidt-Cotin pour le prix de l'Association des anciens étudiants en droit allemand. Cher Monsieur le Doyen, chers professeurs, assistantes et amis de la faculté. Avant de décerner le prix de l'Association des anciens étudiants allemands à l'Université de Lausanne pour l'année 2019, permettez-moi de vous dire quelques mots d'au revoir comme président de dite association. Avec moi, vous voyez déjà mon successeur, l'avocat à Genève, M. Ossal, élu en printemps de cette année pendant notre assemblée annuelle. J'aimerais commencer avec une petite rétrospective à l'origine de notre prix. À l'époque, quand j'étais nommé en 2003 comme président de notre petite association, qui était fondée en 1986 au sein de la Vieux Germania, le titulaire de la chaire de droit allemand était le professeur Andreas Heinemann. Et il nous proposait d'établir un prix pour une thèse réalisée au sein de la CDA après avoir obtenu l'accord des instances universités. On a besoin de plusieurs mois pour ça. Nous pouvons pour la première fois décerner notre prix en 2005. En total, incluant le prix de cette année, nous avons pu décerner 15 fois notre prix doté par an avec 2000 francs. Mentionnant le spiritus rector de notre prix, il me touche avec grand plaisir que le professeur Heinemann, vice-président de notre association depuis plusieurs années, est entre nous aujourd'hui. Merci pour avoir venu. Je ne peux pas plus étendre mes mots de départ, sauf une petite remarque historique et à la fois futuriste. J'espère de tout mon cœur de vous revoir dans un terme pas trop long et avec un souvenir dans ma poche. Il y a 3 ans, notre association m'a chargé de rechercher et éditer l'histoire de l'enseignement de droit allemand à l'Université de Lausanne, engrainée étroitement dans plusieurs phases de son histoire avec celle de la Société d'étudiants Germania, comme les 2 côtés d'une médaille. Employant les archives de la Germania et les archives publiques en Suisse comme en Allemagne, cette œuvre permettra des vues surprenantes et éclairantes dans le développement des 2 institutions exceptionnelles dans le monde académique. Émile Gollet, le recteur en 1937, et un grand sympathisant de la Germania, appelait notre société dans son discours au 50e anniversaire de la Germania célébré la même année, une fleur exotique, florissant dans son jardin académique vaudois. Donc, l'œuvre offrira aussi des aspects peu recherchés dans les descriptions existantes de l'histoire de notre université. J'espère de pouvoir présenter les résultats de mes travaux dans quelques 2 ou 3 ans et peut-être à l'occasion d'une future ouverture des cours. Pour le moment, je passe la parole à mon confrère et ami Ursal pour lui permettre d'exécuter son premier acte présidentiel. Merci, mesdames et messieurs, pour votre patience. Merci et bon vent, Ralph Roland, pour ses 15 ans de bons et loyaux services à la tête de cette association. Petite, oui, mais qui a toute sa place ici. Et je vais être assez bref, puisque je vais directement décerner le prix qui a été de nouveau attribué cette année à M. Andreas Duttig, ancien assistant à la faculté et à la chaire de droit allemand, aujourd'hui collaborateur scientifique à la faculté d'Heidelberg. Son parcours me rappelle un petit peu celui de mon ami Götz Schulze qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc je lui remets ce prix pour une thèse remarquable et remarquée qui a trouvé place dans la collection des Lausanner Schriften, dirigée par le professeur Heinemann en volume 17, Comfortably Satisfied, une thèse sur le degré de preuve en matière de procédure devant le tribunal arbitral du sport, en matière de doping et de manipulation sportive. Monsieur Duttig.
Merci pour cette intervention. J'appelle maintenant le professeur et ami, vice-doyen et directeur de l'école de droit, le professeur Philippe Meyer. Mesdames et messieurs, l'année académique d'un doyen, d'un vice-doyen, d'un directeur d'école est faite uniquement de beaux et grands moments. C'est une présomption irréfragable qui est rattachée à la fonction une fois qu'on l'a acceptée. Mais il y a deux moments particulièrement gratifiants dans l'année. C'est la cérémonie de remise des diplômes au mois de novembre, où dans nos écoles respectives, nous remettons les titres de bachelor, les titres de master, des titres de formation continue aussi. Et puis il y a ce moment-ci, la remise des prix à la cérémonie d'ouverture de l'année académique. C'est un grand moment, c'est un plaisir et c'est un honneur de présider cette deuxième partie de soirée. Je vais appeler les récipiendaires de ces prix en vous disant chaque fois le titre de leur œuvre, respectivement les raisons pour lesquelles la faculté a décidé de récompenser ces étudiants particulièrement méritants. Et je vais commencer par le prix Bipper, qui est attribué à M. Mathieu Corbat pour une thèse de doctorat intitulée « Les mineurs non accompagnés en droit d'asile, études du droit suisse à la lumière du droit international des droits de l'enfant ». M. Corbat, s'il vous plaît. Le prix Charles-Philippe Mercier est attribué à M. Pascal Favreau-Kuhn pour une thèse de doctorat intitulée « Crowdfunding, analyse de droit suisse du financement participatif ». M. Favreau-Kuhn. Le prix de la Banque cantonale vaudoise est attribué à M. Nicolas Quefer pour un travail consacré à l'autonomie locale et ses conséquences dans une perspective internationale, nationale et communale. M. Quefer. Un prix de faculté décerné à M. Dominique Balmer pour sa thèse Die Naturalobligation von Rom bis heute unter besonderer Berücksichtigung der kantonalen Zivilgesetzbücher. M. Balmer. Nous poursuivons avec un autre prix de faculté accordé à Mme Lisa Benalia pour son travail « Investiguer les consommations illicites au sein du milieu festif et du milieu carcéral grâce à l'analyse des eaux usées ». Je crois que Mme Benalia est absente d'après ce qui est indiqué sur ma feuille. C'est bien le cas, elle n'a pas décidé en dernière minute de venir, mais je propose qu'on l'applaudisse quand même pour ce prix de faculté. Autre prix de faculté pour Ramon Christen et pour un travail « How Earmarking Drives Efficiency, a DEA and SFA Approach on Swiss Cantonal Panel Data ». Monsieur Christen. Prix de faculté toujours pour la thèse de Mme Manon Joseph, l'application du droit de la concurrence en matière de soins. Madame Joseph.
Autre prix de faculté pour Omer Keskin et sa thèse Rechtskultur der Humanität, eine Untersuchung der innerstaatlichen Umsetzungspflichten des humanitären Völkerrechts am Beispiel der Schweiz. Prix de faculté pour Madame Stéphanie Lou pour un travail consacré à l'expertise psychiatrique, la carte à jouer dans la décision judiciaire pénale, c'est un point d'interrogation, regard croisé sur les enjeux du dispositif expertal psychiatrique au prisme du jeu de poker. Madame Lou est absente selon les indications qu'on me donne, mais je vous propose là aussi de l'applaudir chaleureusement pour ce prix de faculté. Le prix de faculté suivant est décerné à M. Vincent Mabillard, les effets de la transparence sur la confiance des citoyens, clarification conceptuelle et étude de cas empiriques au niveau local. Prix de faculté pour M. Mabillard. Prochain prix de faculté remis à Julien Pasquier pour un travail consacré à l'exploitation des traces de semelles dans la lutte contre la délinquance sérielle, conception et apport d'une banque de données dans le cadre du renseignement forensique. Monsieur Pasquier est absent ce soir, mais je vous propose de l'applaudir là aussi pour ce prix de faculté. Un travail ISC naturellement. Nous continuons avec un travail ISC pour Nicolas Tiburce, qui se voit aussi remettre un prix de faculté de la valeur de l'expertise en empreinte digitale comme moyen scientifique, comme moyen de preuve scientifique en matière pénale. Monsieur Tiburce. Ensuite, un prix remis à Madame Manon Nicole, un prix Laurent Vago, qui est un prix remis à un mémoire en lien avec des aspects de droit immobilier en particulier, pour l'excellent mémoire de Madame Manon Nicole, consacré à la levée du secret professionnel du notaire par l'autorité de surveillance, selon l'article 321, chiffre 2 du Code pénal, dans les cantons de Berne, Vaud, Genève, Fribourg et Argovie. Madame Nicole. Un prix de faculté est remis pour son excellent mémoire de master à Madame Marie Besse, un mémoire consacré à la prise en charge des personnes soumises à un traitement institutionnel des troubles mentaux, quelle conformité de la pratique suisse avec la Convention européenne des droits de l'homme. Madame Besse. Un autre prix récompensant un excellent mémoire de l'école de droit, en l'occurrence. Il s'agit du mémoire de Madame Marine Eckabert, consacré à la responsabilité du conseil d'administration des sociétés de famille en lien avec le régime des restrictions à la transmissibilité des actions. Madame Eckabert est absente.
Applaudissons-la tout de même. Merci pour elle. Et puis nous terminons par une équipe qui a déjà été mentionnée tout à l'heure par notre doyen, qui se voit remettre pour son excellente prestation au concours Cassin un prix de faculté, meilleure mémoire de défense, meilleur plaideur, plus une 4e place au classement général pour Gaël Esteves, Aline Fuchs et Siméon Goua. Je ne sais pas qui est là, pas là. Je n'avais pas le... Et pour terminer, un prix remis à Madame Stéphanie Monod, également un prix récompensant un excellent mémoire de master, un mémoire consacré à la substitution fidéicommissaire, analyse de l'article 492A du Code civil, spécialement du point de vue de l'officier public. Est-ce que Madame Monod est dans la salle ? Et avant de passer la parole à notre doyen puis au conférencier, j'aimerais peut-être juste signaler, nous ne remettons pas de prix à des étudiants de bachelor normalement, mais j'aimerais quand même signaler la performance assez exceptionnelle d'un étudiant de bachelor 1 cette année, qui a réussi à passer ses examens de bachelor 1 avec une moyenne parfaite de 6,00 pour les 9 branches de la série de première année. Il s'agit de M. Valentin Muller. Il n'est évidemment pas là, il n'est pas sur la liste, mais je pense qu'on peut aussi l'applaudir pour cette performance. Et je repasse la parole. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le directeur de l'école de droit. Maintenant, nous arrivons au moment passionné. J'ai le plaisir donc d'abord d'introduire notre conférencier de ce jour, monsieur David Olivier Jacques Schiffel. Beaucoup dans cette salle le connaissent, donc enfin, moi aussi je le connais bien. Bienvenue. D'abord, parcours éloquent du conférencier. Tout d'abord, chargé de cours à l'université de Howard à Boston en 1992. Puis collaborateur scientifique à la section fédérale de cryptologie du canton de Berne de 1904 à 1907, puis doyen des hautes écoles spécialisées à Bienne de 2007 à 2012. Tu as été doyen, ce sera bientôt toi ici, t'en fais pas. Puis directeur du RISIS de 2009 à 2012, puis chargé de cours à l'université de Lausanne de 2003 à 2008, puis professeur associé de 2008 à 2012, et ordinaire dès 2012, la chaire c'est celle en traces et identité numérique. Et le titre de la conférence c'est « Numérisation et criminalité, nouvelles opportunités ». Je te cède la parole. Merci à monsieur le doyen pour cette introduction. Ça me permettra d'économiser un slide, donc on finira un tout petit peu plus vite, puisque le premier slide concernait justement une petite introduction du parcours. Au niveau du plan, le titre commence par numérisation. C'est un terme dont on entend beaucoup parler ces temps, dans la faculté, dans le pôle de gouvernance numérique, dans l'université. La numérisation, si on doit faire simple, eh bien, on voit que notre domaine habituel, le domaine physique, tangible, analogique, eh bien, il y a tout un pendant cyber, numérique, et de nombreuses applications trouvent leur pendant dans ce monde virtuel. La photographie argentique, celle-là, on la connaît bientôt plus. Tout se passe, ou presque maintenant, dans le numérique. Signature manuscrite, ça c'est quelque chose qu'on utilise encore souvent, mais il existe maintenant un équivalent numérique qui, dans certaines conditions, peut être tout aussi fiable, si ce n'est plus, que la signature manuscrite. Coffre-fort, il y a des documents qu'on doit toujours mettre dans le coffre-fort. À l'ISC, il y a certaines choses, par exemple, quand on reçoit des échantillons de drogue illégale,
On doit les mettre dans un vrai coffre-fort, ça on ne peut pas s'en passer. Mais pour toutes les informations, eh bien, il y a des méthodes de chiffrement, de cryptage, qui sont finalement plus résistantes que le plus résistant des coffres-forts. Les fiches papier sont remplacées par des bases de données, le courrier postal de plus en plus par des emails. En Estonie, par exemple, les contrats se font maintenant toujours de façon virtuelle, numérique. Les contrats de travail sont envoyés par email. Les fiches papier n'existent pour ainsi dire plus. Identité. Le concept d'identité est un concept central dans de nombreuses disciplines. En sciences forensiques, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que vous le comprendrez rapidement. Mais finalement, le concept d'identité, c'est quelque chose qui va toucher toute notre faculté, toutes nos écoles, le nouveau pôle de gouvernance numérique. C'est finalement un élément qui est rassembleur. Qu'est-ce qu'une identité ? Tout le monde sait ce que c'est qu'une identité. On l'utilise tout le temps. Mais je dirais que plus on creuse cette question, plus on se rend compte que c'est difficile. Il y a quelques années, j'ai fait partie d'un projet européen qui s'appelait FIDIS, Future of Identity in the Information Society. Et le premier work package, le premier travail auquel on s'est attelé, c'était vraiment définir l'identité. Identity of identity. Alors, il y a les identités qu'on connaît bien, les identités d'un être humain, avec, en primeur, l'identité officielle, celle qu'on va délivrer, que les autorités vont nous donner. De nos jours, les identités sociales jouent un rôle de plus en plus important, qui peuvent même des fois couvrir l'identité officielle. Et de ces identités sociales, de toutes ces activités dans le monde virtuel, découlent des profils qui font gagner des milliards de dollars à certaines entreprises comme Facebook, comme Google, etc. Les identités peuvent aussi s'appliquer à des entités plus générales, pas forcément à des personnes. Les identités dépendent souvent d'un contexte. Le temps joue un rôle important. Certaines identités passent à travers le temps, certaines évoluent très rapidement. Il y a des identités qu'on peut révoquer. Notre identité officielle, par contre, celle-là, souvent, on doit la garder beaucoup plus longtemps. Parfois, quand on pense identité, on se dit qu'on a tous une identité, qui serait à la limite la réunion de toutes nos identités. Dans les faits, on se rend compte qu'on a tous beaucoup plus de multiples identités, qui souvent vont dépendre d'un cadre, les identités professionnelles, les identités quand on va sur Internet, quand on va faire des achats. Donc on a des systèmes maintenant qui doivent gérer des identités multiples. Aux identités sont associés des processus très importants qui sont vraiment intrinsèquement liés au concept d'identité et qui, eux aussi, jouent un rôle en sciences criminelles, mais aussi dans toutes les écoles de notre faculté. Je pense en particulier à la question de délivrance et de révocation d'une identité, au niveau de l'État, par exemple, qui peut donner des identités et les retirer. C'est ce qu'on appelle souvent le cycle de vie de l'identité. Les processus assez fondamentaux, eh bien, il y en a un qui s'appelle l'identification. Et quand on parle d'identification, de nouveau, c'est quelque chose, tout le monde sait ce que c'est que l'identification. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs sortes d'identification. On peut, par exemple, simplement vérifier une identité. On passe la douane, on a notre passeport, on dit « je m'appelle un tel », et puis voilà, on contrôle, on vérifie l'identité. L'établissement d'une identité, par exemple, dans le cadre d'une enquête, on a un suspect, on doit trouver son identité. En sciences forensiques, on aimerait idéalement tendre vers une individualisation, beaucoup plus forte que l'identification. Être sûr qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui peut satisfaire tous ces critères. Mais l'identification, ça peut aussi simplement signifier appartenir à une catégorie. On est identifié comme des membres de l'Université de Lausanne. Il y a aussi un autre concept très proche, qui est le concept d'authentification. Alors, étant donné que, je crois que je ne vais pas aller trop dans les détails ici, mais on parle parfois d'authentification à un, deux ou plusieurs facteurs. On va prendre par exemple une identification qui combine un mot de passe, des données biométriques, qui rendent en fait
l'authentification et donc l'individualisation ou l'identification qui en résulte beaucoup plus sûre. Il y a des authentifications qui peuvent être très fortes, d'autres qui peuvent dépendre en fait d'une sorte d'anonymat conditionnel. Donc l'identification, l'authentification, c'est des processus très généraux, mais qui recoupent en fait de nombreux concepts fondamentaux. Et là-dedans, en fait, qu'est-ce qu'une identité numérique? Eh bien, une identité numérique, c'est simplement un numéro, une chaîne de caractères. Ça peut être un ensemble d'attributs ou, comme on l'a vu tout à l'heure, un profil. Il y a quelque chose de plus flou, mais qui, compris aussi dans ce sens d'identité numérique. Tout ça reliable à une entité qui peut être une personne, qui peut être un groupe, qui peut être une entreprise. Et les identités numériques offrent en fait de nombreuses opportunités. Tout d'abord, par exemple, dans ce qu'on appelle le e-government, avec le vote électronique, toutes sortes de services électroniques, qui sont basés sur un concept d'identité fort qui permet de relier en fait des citoyens à différents services. On parle aussi du domaine de la santé avec la carte patient, le dossier patient. Le commerce électronique lui-même eh bien, se base souvent sur des identités numériques plus ou moins fortes. Et par exemple, aux Nations Unies, j'ai dû aller tout récemment pour un projet de développement en fait, d'un système d'identité numérique pour développer justement le e-commerce dans des pays en voie de développement. Toutes les communications utilisent aussi des identités numériques, nos emails qui sont plus ou moins sécurisés, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on peut, si on veut, authentifier, voire même signer, mais qu'en fait on fait très rarement. Une signature numérique. Je veux quand même vous en montrer une, parce qu'on parle souvent de signature numérique, mais la signature numérique, ce n'est pas vraiment ce qu'on est habitué à voir sur un bout de papier. C'est un truc comme ça. Ça ne dit pas grand-chose, mais en fait, si c'est bien fait, c'est extrêmement sûr. Donc ça, c'est une signature numérique. À ne pas confondre avec une signature numérisée. Là, par exemple, j'ai reçu ce livre dédicacé, j'ai scanné la signature, il y a quelque chose de numérique, c'est vrai, mais ce n'est pas très sûr. Et puis si je scanne ma signature ou bien la signature du doyen, puis que je la mets en bas d'un email, ce n'est pas très sûr non plus. Donc les signatures numérisées, à ne pas confondre avec une signature numérique, qui, elle, est beaucoup plus sûre. On a des signatures statiques, on a des signatures qui sont dynamiques, qui ne sont pas forcément non plus beaucoup plus sûres. Donc quand on parle de signature électronique forte, sûre, on parle vraiment de cette signature numérique illisible pour un humain, mais qui apporte un niveau de confiance dans l'authenticité qui est beaucoup plus grande. Il y a aussi des risques liés aux identités numériques. Dès qu'il y a finalement des opportunités, eh bien, les criminels, par exemple, vont essayer de voir s'il y a eux aussi des opportunités que nous, on va traduire comme des risques. Alors, dans les risques, on a les usurpations d'identité numérique, créer de fausses identités, des questions de fuite de données personnelles qui peuvent créer des profilages à grande échelle. Et au-delà de la protection des données, de la protection des données personnelles, on a de nombreuses valeurs qui sont en jeu et qui sont liées à la numérisation, aux identités numériques. On a des valeurs qui sont liées à la protection des données, des valeurs qui sont liées au fait que les choses soient utilisables, simplement l'utilisabilité de ces systèmes, on veut les rendre conviviales. On a des valeurs éthiques, d'inclusion, de non-discrimination. Et puis on a des valeurs qui sont liées à la sécurité. Le fait, par exemple, de pouvoir tracer les actions qui ont lieu dans un système. Et souvent, le problème, eh bien, c'est que ces valeurs, on a de la peine à pouvoir les satisfaire tout ensemble. On arrive à des dilemmes, et il faut choisir. Et d'où l'idée de ce projet européen auquel je participe, Canvas, qui s'intéresse à la cybersécurité, mais avec la perspective de l'éthique. Ce n'est pas la cybersécurité à tout prix, mais c'est comment créer une cybersécurité dans notre continent, au moins, une cybersécurité qui est respectueuse des valeurs fondamentales de notre démocratie, des valeurs éthiques qu'on veut défendre.
Le risque en poussant la cybersécurité à l'extrême, c'est de tuer en fait certaines de ces valeurs fondamentales. Et ici, je vous mets en fait quelques documents que vous pourrez aller trouver sur le site de Canvas et qui justement intéressent, à mon avis, de nouveau toute notre faculté. Ce n'est pas uniquement en fait l'école des sciences criminelles. On voit le premier, Cybersecurity and Ethics, le second, Cybersecurity and Law, etc. Donc ça donne une vision assez générale de la cybersécurité, de la situation en fait actuelle de la cybersécurité en fonction de ces différents points de vue. Ici, on a quelque chose qui peut intéresser à un autre niveau. C'est une sorte de synthèse de la perception des citoyens par rapport à la cybersécurité. Quelque chose de complètement subjectif, mais dont on doit tenir compte pour pouvoir développer un système qui soit accepté, qui réponde aussi aux besoins des citoyens. Cette partie-là, un peu plus technique, est aussi très intéressante. Toutes nos activités habituelles, quand on a notre téléphone, quand on va répondre à nos emails, quand on va sur Internet, on laisse de nombreuses traces, des traces numériques. Notre information circule et ces traces, eh bien, on apprend à nos étudiants à les retrouver, à les faire parler. Ces traces numériques, eh bien, j'aimerais vous en donner un exemple concret. Pour ceux qui ne connaissent pas, Steve Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple. Il avait fondé avec Steve Jobs la firme Apple. Et Steve Wozniak, comme Donald Trump, utilise Twitter régulièrement. Il envoie plein de tweets, mais qui sont géolocalisés. C'est-à-dire qu'on peut, avec un petit outil, on programme quelque chose, puis on arrive à récupérer les tweets de Steve Wozniak, puis on arrive à savoir quand il les a envoyés, où il était quand il les a envoyés, puis on peut même représenter ça sous une forme assez conviviale. Vous voyez, on prend une carte, un peu comme Google, et puis chaque épingle ici représente un tweet de Steve Wozniak. Alors ici, on voit qu'en Californie, il y a pas mal d'activités. Si on zoome, on voit en fait toutes ces épingles avec les dates correspondantes. On clique sur un des nuages, là, puis on voit que là, il y en a vraiment tout plein. On se dit qu'il y a quelque chose de spécial à cet endroit. Et si on regarde un peu les heures auxquelles il envoie des tweets, on peut faire une hypothèse que c'est son domicile. On clique sur un et on voit par exemple ici « Catching up on things at home ». Donc, ça soutient l'hypothèse qu'il est bien à la maison. Et je me suis dit, bon, essayons d'être un petit peu curieux. Est-ce qu'il a dans ses tweets le mot « Scopie » ? Est-ce qu'il aurait donné des informations médicales ? Alors j'ai cherché et j'en ai trouvé trois tweets qui contiennent le mot « Scopie ». Donc c'est tout de l'open source, hein. Je n'ai rien fait d'illégal, hein. J'ai juste regardé les tweets de Steve Wozniak. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Having fresh onion soup with no crouton, okay, and no cheese, I had it before my colonoscopy. » Et puis un peu plus loin, ben voilà, colonoscopy time, etc. Et on voit qu'il est dans le Los Gatos Surgical Center, donc on voit où il va se faire ses examens. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, nos activités, qu'on le veuille ou non, laissent des traces. Et nous, à l'école des sciences criminelles, eh bien, on se dit plus généralement, voilà, on a un certain événement, un auteur qui va agir, qui va créer un événement, cet événement, créer des traces. Et ces traces, c'est finalement l'élément fondamental qu'on va étudier. Ça peut être les traces dans le monde physique, ça peut être des traces sur Internet, ça peut être des traces un peu partout. Et qu'est-ce qu'on essaye d'en tirer de ces traces ? On essaye de répondre à des questions comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment, où, quand. On essaye aussi, idéalement, de retrouver qui, c'est-à-dire des informations identitaires. Si on a des informations identitaires suffisamment précises, avec un peu de chance, on va retrouver l'auteur. Quand on compare les traces entre elles, on peut peut-être voir des similitudes, puis se dire, tiens, ben, ces deux événements, ils ont des liens. Et puis on arrive à ce qu'on appelle l'analyse criminelle, qui permet de trouver des séries, des activités, des séries criminelles, pour pouvoir ensuite faire de la prévention. Et l'auteur, lui, s'il veut faire un coup,
il va se dire, OK, moi, ce que j'aimerais, c'est couper cette flèche. C'est-à-dire, lui, il a des informations sur lui-même, c'est vrai, il a une identité, mais il a envie de prendre des mesures qui font que si on retombe sur certaines informations, on n'arrive pas à retomber sur lui. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va peut-être mettre un masque, c'est une possibilité. Mais sur Internet, ce qu'on va faire souvent, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc on va prendre l'identité de quelqu'un d'autre, et puis avec un peu de chance, la police, le matin, 6 heures du matin, quand elle entre, eh bien, elle entre chez le voisin, ou peut-être le voisin qui n'est pas voisin, qui est peut-être à des milliers de kilomètres, et donc on va essayer d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, bien des activités criminelles en fait, utilisent d'une manière ou d'une autre une fraude à l'identité. On peut prêter, par exemple, il y en a qui vont prêter leur nom pour des transactions financières. Il y en a simplement qui vont usurper l'identité de quelqu'un pour pouvoir essayer d'accéder à son compte en banque, des choses comme ça. Et là, ça m'amène à la deuxième partie du titre, la criminalité, cybercriminalité. Alors la cybercriminalité, eh bien, ça peut tous nous concerner. Vous avez reçu certainement aujourd'hui un email des services informatiques qui vous dit qu'il y a une vague de ce qu'on appelle spear phishing. Ben là, je vais vous donner un exemple qui... C'est en fait un peu la même chose. C'était le 6 août dernier, dans la pause de midi, j'étais chez mon dentiste. Et puis, en attendant, j'ai lu mes emails. Et puis, qu'est-ce que je vois? Il y a Olivier Ribaud, notre directeur, qui m'envoie un email. Alors, je sais qu'il est en vacances, etc. Puis je me dis, il est tout détendu, il se met même à parler en anglais. « Hello, are you available ?» Et puis, je me suis dit, bon, ça c'est le syndrome du hamac ou de la chaise longue. Et puis, alors, je lui réponds, je suis chez le dentiste, est-ce que je peux t'appeler après? Et vous voyez que j'ai envoyé ça avec mon téléphone portable. Vous voyez ce que je vois ici, Olivier Ribaud, etc. Et puis quelques minutes plus tard, je reçois cette réponse. C'est mon email personnel, je suis en réunion en ce moment. Ça vous rappelle peut-être l'email qu'on a reçu aujourd'hui. Hein. Et là, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se met à me vousoyer. Alors, Olivier Ribaud, on a fait nos études ensemble, on se connaît depuis bientôt 30 ans. Là, je me suis dit, il y a une tentative d'usurpation d'identité. Et à ce moment-là, j'ai regardé et puis j'ai vu que l'adresse qui était ici, ce n'était pas du tout l'adresse habituelle d'Olivier. Mais vous savez comment on est, on reçoit nos emails, on lit, on répond, on ne regarde pas tous les détails. Si j'avais été sur mon ordinateur, j'aurais fait peut-être certains checks, mais sur mon attel, c'est parti comme ça. Et là, si on regarde un peu plus attentivement les traces qui restent, on voit par exemple que j'ai répondu à Olivier Ribaud à 12h50, et que le criminel, lui, il a reçu ma réponse, à 11h50. Téléportation? Non. Ça sent en fait le décalage de fuseau horaire. Et en fait, il y a eu différentes analyses. Peut-être que mon collègue qui est ici pourra vous en donner plus à la pause. Il s'est aussi amusé. Finalement, il y a tout un faisceau d'indices qui montrent une attaque issue du Nigeria. Donc plusieurs activités criminelles classiques, maintenant, ont leur pendant dans le monde virtuel. Alors voilà, par exemple, un scam pour initier une escroquerie, mais il y en a d'autres. Il y a tous les sites de contrefaçon, les fraudes à la carte de crédit, les ventes de produits illicites sur Internet. On peut aller acheter de la drogue sur Internet. Et on voit une approche combinée, monde physique, Internet. Pourquoi? Eh bien, c'est des bons commerçants, d'une certaine manière. Les criminels, ils ont envie d'optimiser leurs gains. Donc, pour optimiser le gain, ils ont envie de réduire les coûts. Ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer 100 000 emails que d'envoyer 100 000 lettres avec le timbre, etc. Donc, il y a vraiment des questions d'échelle, de coûts, et puis surtout aussi de minimisation des risques. Parce que chaque fois qu'on doit rencontrer dans le monde physique quelqu'un, c'est un moment où on pourrait peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou se faire avoir. Donc, c'est plus facile de rester à distance. Ici, j'ai trouvé ceci, en fait, dans un vieux journal du Val-de-Travers, pour ceux qui connaissent, dans le canton de Neuchâtel, qui dit, en fait, vous voyez, les Irlandais sont tellement nets que leurs prisons sont presque vides.
Puis la raison, c'est que, tout d'abord, de spectaculaires hold-up, comme on en a vu récemment en Angleterre, on est en 1963, en Angleterre, sont impensables en Irlande, pour la bonne raison qu'il ne circule jamais dans le pays de sommes d'argent extrêmement importantes. Et là, on voit maintenant qu'avec Internet, il n'y a plus besoin d'être à l'endroit où il y a des sommes importantes. On peut être à des milliers de kilomètres et puis tout d'un coup faire des coups à distance. La géolocalisation change complètement. Avec Internet, on a aussi de nouvelles opportunités criminelles. Alors vous direz, bon, dans un ordinateur, qu'est-ce qu'on a? On a des 0 et des 1 quand on va tout au fond. Qui est-ce qui veut payer pour des 0 et des 1? On s'en fiche. Mais bon, ces 0 et ces 1, dans notre machine, peuvent prendre un sens. Ça peut par exemple être nos photos de vacances, nos photos de famille. Ça peut être pour un étudiant son travail de master qu'il doit rendre le lendemain. Tout d'un coup, ces 0 et ces 1, ils ont une certaine valeur. Et si par exemple, imaginons qu'un criminel mal intentionné décide de chiffrer complètement l'ordinateur, que la personne n'ait plus du tout accès à ces données, même si c'est des 0 et des 1, il y a tout d'un coup quelque chose qu'on perd. Et les gens peuvent être prêts à payer pour pouvoir retrouver les informations qu'ils ont ainsi perdues. Donc une sorte de rançon pour pouvoir retrouver ces informations. On peut aussi, par exemple, les criminels vont faire des attaques contre des sites marchands en disant, voilà, soit vous nous payez une rançon, soit on va attaquer, on va essayer d'atteindre votre site, mais pas simplement comme 1 ou 2 clients. On va être peut-être 10 000, 100 000 qui essayent à la fois d'atteindre le site, puis finalement le site il est complètement noyé sous toutes les demandes, et puis il ne peut plus répondre aux vrais clients. Puis si ça se passe pendant 10 heures, puis qu'on a un site qui a beaucoup de trafic, ça peut être des pertes qui se chiffrent en millions, en dizaines de millions. Alors on pourrait dire, voilà, le criminel, il aura une nouvelle opportunité. Il n'y a pas ça dans le monde physique. C'est de dire, voilà, soit vous nous payez 1 million, soit on vous fait perdre 10 millions. Souvent, la cybercriminalité utilise des malwares. Alors les malwares, on en entend parler. C'est des petits logiciels, on va dire, qui peuvent se mettre sur notre machine et puis faire des choses qu'on n'aimerait pas, souvent à notre insu. Alors les malwares, je pense que c'est important que vous voyez un petit peu le type de malware qu'on peut rencontrer, parce qu'en connaissant un peu mieux contre quoi on doit se protéger, eh bien, on évite peut-être aussi de se faire un peu plus infecter. Il faut savoir qu'il y a des malwares qui servent, par exemple, à enregistrer toutes les touches qu'on presse. On n'y voit rien du tout, mais toutes les touches qu'on presse sur le clavier sont enregistrées, puis ensuite sont envoyées aux criminels. Alors en particulier les mots de passe. On peut prendre le contrôle d'une machine à distance. Alors voilà les termes un peu techniques, mais ça veut dire que le criminel, il a un petit logiciel avec une belle interface utilisateur où il peut choisir, par exemple, enclencher la caméra, puis comme ça il peut voir ce que vous faites, ou bien aller regarder ce qu'il y a sur l'ordinateur. Il pourrait éteindre l'ordinateur, mais ça, en général, il ne va pas le faire, parce que le client il va se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais par exemple, on le fait avec nos étudiants, on leur montre comment on attaque une machine, et puis il y a un étudiant qui travaille sur une machine, pas la sienne, et puis on l'attaque, puis il continue de travailler, puis il ne voit pas qu'à l'écran, tout d'un coup, on le voit, parce qu'on a enclenché la caméra. Donc on arrive vraiment à prendre contrôle d'une machine. On peut créer ce qu'on appelle des bots, des botnets, c'est pour faire ces attaques à grande échelle contre des sites et puis demander en fait des rançons. Ça peut aussi, et ça c'est quand même assez tordu l'idée, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chiffrer le contenu d'une machine pour que la personne ne puisse plus retrouver ses données. Alors il y en a qui diront, moi j'ai pas de problème parce que je fais des sauvegardes régulières. C'est bien, faites des sauvegardes régulières, mais il y a même des malwares qui le savent et puis qui se disent, on ne va pas entrer tout de suite en jeu. C'est-à-dire qu'on va chiffrer les sauvegardes pendant 6 mois, puis avec un peu de chance, la victime, quand il se dit « moi je m'en fiche, j'ai mes sauvegardes, je prends sa sauvegarde, il la remet, c'est chiffré, il prend la précédente, c'est chiffré. » Puis tout le monde n'a pas des réserves de sauvegarde sur 1 année ou plus. On peut avoir des attaques beaucoup plus poussées. Par exemple, c'est comme on a vu chez Ruag. C'est-à-dire c'est des malwares qui infectent en fait un réseau dans une entreprise et qui restent comme ça un petit peu sournois, en sous-marin.
et qui de temps en temps vont faire quelque chose. Et puis à un certain moment, tout d'un coup, ils vont extraire certaines choses. Donc ils peuvent rester comme ça en veille, cachés pendant longtemps, et attendre le moment adéquat. Ça peut être une arme qu'on envoie dans un pays, puis on se dit, le jour, par exemple, on se fait attaquer, ben là, on a de quoi directement leur répondre. Et puis il y en a qui sont un peu ridicules, comme celui-là. Là, c'est simplement pour tout effacer, tout détruire. C'est vraiment pour le plaisir de faire du mal, quoi. Tendance actuelle, on a des malwares qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Des malwares qu'on appelle fileless, c'est-à-dire que souvent, pour lutter contre les malwares, vous avez peut-être installé chez vous un logiciel qu'on appelle antivirus. Alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le, mais si vous l'avez fait, sachez que ce n'est pas suffisant. Surtout avec des fileless, on ne les voit pas sur le disque, ils restent dans la mémoire vive de l'ordinateur, donc ils sont très très difficiles à détecter. Et puis il y en a, comme je vous l'ai dit, qui deviennent de plus en plus sophistiqués. En particulier, je vais vous donner un exemple, c'est Eternal Blue. C'était en fait une vulnérabilité qui était connue de la NSA, la National Security Agency. Puis ils l'ont gardée secrète. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ben voilà, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ça peut se transformer en une arme extrêmement puissante, et puis le jour où on doit l'utiliser, ben voilà, on va pouvoir attaquer des milliers de machines. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont gardé secret. C'est une faille d'un protocole qui est très profond dans Windows, qui est vraiment un peu partout dans Windows. Donc, si on arrive à entrer là-dedans, un peu tous les systèmes Windows risquent d'être vulnérables. En avril 2017, il y a des hackers qui ont réussi à voler cette information. Ils l'ont rendue publique. Moins d'un mois plus tard, on a eu une attaque basée sur cette vulnérabilité, l'attaque WannaCry, qui, elle, a infecté plus de 400 000 machines et paralysé la plupart des hôpitaux en Angleterre. Des opérations qui ont dû être annulées, donc tout d'un coup, quelque chose de très très concret, avec des conséquences dans le monde physique. Et voilà, si vous avez été infecté par WannaCry, voilà ce genre d'écran que vous pouvez recevoir, qui vous dit, ben voilà, oups, vos fichiers ont été chiffrés. Et puis, il y a toute une aide, voilà, est-ce que je peux retrouver mes fichiers? Oui, bien sûr, comment est-ce que je dois payer? Et puis on peut payer en Bitcoin pour pouvoir retrouver la clé. Alors vous direz, bon, s'ils ont chiffré, on doit être capable de déchiffrer, c'est-à-dire quelque part, nous on ne veut pas se faire avoir avec ça, on va aller regarder sur notre ordinateur quelle est la clé de chiffrement qu'ils ont utilisée. Alors si vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez faire ce qu'on appelle du reverse engineering, retrouver peut-être le malware qui a chiffré, retrouver la clé qui a été utilisée pour chiffrer, ça ne vous servira à rien du tout. Pourquoi? Parce que même, ça c'est avec la cryptographie qu'on appelle asymétrique, même si vous connaissez la clé qui a servi à chiffrer, ben vous ne pouvez pas déchiffrer. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Donc c'est une cryptographie relativement moderne, qui a des tas d'applications dans le e-commerce et tout, mais qui a des applications criminelles. Et en fait, il faut une autre clé pour déchiffrer. C'est un peu comme un cadenas, vous voyez, tout le monde peut le fermer, on a beau savoir comment il a été fermé, on n'arrive pas à le rouvrir. Il faut une autre clé pour le rouvrir. Et puis là, alors l'autre clé, ils la vendent. Et ils la vendent assez cher. Et puis quand on l'achète, on n'est pas sûr de revoir nos fichiers, parce qu'il y a des criminels qui sont malhonnêtes. Et puis, il y en a qui se donnent aussi beaucoup plus de peine pour chiffrer, que ça soit bien chiffré. Après, ils se disent, bon, ben, s'il déchiffre, il déchiffre. Je connais quelqu'un qui a déchiffré ensuite avec la clé qu'il avait reçue. Alors, il a reçu tous ses fichiers, c'est vrai, mais ils avaient perdu tous les noms des fichiers et toute l'arborescence des répertoires. Donc, vous savez, je ne sais pas, vous avez probablement des millions de fichiers sur votre machine. Si vous recevez tous vos fichiers sans le nom, puis que vous devez les ouvrir l'un après l'autre, ben, c'était dans une université que ça s'est passé. Je ne vous dirai pas laquelle, ce n'était pas chez nous. Mais ça leur a pris plusieurs mois avant de pouvoir retrouver tout leur système de fichiers. Les bitcoins, ça vous fait peut-être penser au dark web. Qui a déjà entendu parler du dark web? Qui n'en a jamais entendu parler? OK. Alors le dark web, c'est une partie d'Internet qui est un petit peu spéciale. On ne peut pas y accéder avec notre navigateur normalement habituel. Les adresses, elles ne sont pas tout à fait identiques. Pour pouvoir y accéder,
il faut utiliser, il y a plusieurs manières, mais une des manières de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un navigateur, comme on emploierait, je ne sais pas, Chrome ou Firefox. Comme ça. On emploie un navigateur un peu particulier, qui est Tor, et une adresse qui est en .onion. Ce n'est pas en .ch ou c'est en .onion. Et là, je vous dis quand même, si vous voulez essayer, si vous êtes curieux, faites attention. Parce qu'on trouve de tout, mais on trouve aussi des choses qui infectent nos machines. Donc, à nos étudiants, on leur apprend à le faire de façon propre, c'est-à-dire en créant une machine virtuelle, c'est-à-dire une machine dans la machine, puis c'est cette machine virtuelle qui se fait infecter, on la met à la poubelle, on en recrée une autre. Donc, n'y allez pas avec votre ordinateur naïvement. Voilà comment ça se présente, le navigateur Tor. Et puis, les adresses, souvent, elles sont moins lisibles que dans le web habituel. Puis quand on met cette adresse, eh bien, on tombe sur, par exemple, ici, c'est un peu comme Amazon, mais au lieu que ça soit pour acheter des CD, des livres, eh bien là, par exemple, vous voyez qu'on peut acheter 1 gramme de cocaïne pure pour 85 €, qu'on peut payer en bitcoin. 2 grammes, on voit qu'il y a un prix de gros, hein, ça diminue à 160, donc ils savent faire des affaires. On peut trouver d'autres choses, par exemple, on peut trouver des fausses cartes d'identité suisses, donc des faux documents d'identité. On peut trouver des faux billets. Par exemple, ici, on vous vend 20 billets de 50 €, donc des faux, c'est quand même précisé, hein, pour 220 €. Alors, à l'ESC, on a de nombreux doctorants qui font des recherches dans le dark web. Donc, ils le font bien en prenant leurs précautions, mais qui vont, par exemple, aller regarder ces marchés illicites pour voir ce qui s'y passe, voir quels sont les produits qui sont proposés, à quel prix, voir l'évolution des marchés, et des analyses de forums spécialisés. Un de mes collègues avait reçu, il y a quelques années, l'autorisation de même faire un achat sur le dark web pour voir en fait ce qui était amené, hein, quelle drogue était reçue, pouvoir analyser la drogue, pouvoir analyser aussi l'emballage, etc., faire des liens. Donc vous voyez qu'à l'école des sciences criminelles, on peut tout à fait aborder un problème de façon transversale en se disant que ce n'est pas forcément une spécialité particulière, mais se dire on a un problème, l'achat de drogue illicite, comment est-ce qu'on peut l'aborder de différentes perspectives. La taille du dark web. Souvent, on représente l'Internet, le web habituel, le dark web, comme une sorte d'iceberg, en disant, mais bon, la partie visible, c'est ce qu'on connaît, et puis il y a quelque chose de gigantesque dessous, qui est le dark web. En fait, est-ce un mythe, est-ce une réalité? Je vais vous montrer. Vous voyez ici, cette surface, elle est proportionnelle aux 1,7 milliard de sites web actuels. Donc actuellement, il y a à peu près 1,7 milliard de sites web sur Internet. Proportionnellement, cette surface. Et là, si vous êtes attentif, vous avez vu un petit carré rouge. Il faut le chercher, hein, il est là. Ce petit carré rouge est proportionnel à la taille du dark web. Donc le dark web, c'est quelque chose de tout à fait marginal. C'est tout petit. Environ 75 000 sites actuellement. On peut voir en fait les fluctuations, ça dépend. Il y a des moments où c'est un peu plus haut, des moments un peu plus bas. Mais donc, la taille du dark web est relativement limitée par rapport aux 1,7 milliard de sites actuels. Il ne faut pas confondre en fait le dark web et ce qu'on appelle le deep web. Le web habituel, le web indexé, celui qu'on peut retrouver avec nos recherches, par exemple Google pour faire simple, ça c'est un peu la partie visible. Et puis en fait on a tout le web qu'on appelle non indexé. C'est par exemple toutes les pages qui sont sur Internet mais qui sont protégées par des mots de passe où l'accès n'est pas ouvert. Puis là il y en a beaucoup, mais la plupart de ces pages, c'est des pages qui sont simplement confidentielles sans être illicites. Donc il ne faut pas confondre en fait le deep web avec ce dark web, qui est beaucoup plus petit. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur. Puis je me dis en fait pour terminer, j'aimerais terminer sur quelque chose d'un peu plus positif. Vous ayez en fait un outil à votre disposition pour améliorer ce que j'appelle l'hygiène numérique, l'hygiène de vie numérique. Et puis j'aimerais vous donner quelques petits trucs pour vous protéger. Bon, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri.
ça, c'était une page du centre informatique il y a quelque temps. On voit, ben voilà, votre vol de mot de passe à grande échelle, un nouveau vol d'environ 773 millions de mots de passe a eu lieu. Et puis, à l'époque, il y avait, je crois, environ 200 comptes utilisateurs de l'UNIL qui faisaient partie de ces mots de passe volés. Donc, les gens ont été avertis, ils changeaient les mots de passe, etc. Mais on est finalement tous concernés. On rigole, hein, mais vous savez, j'étais la semaine passée à un congrès à Helsinki. J'ai reçu ma chambre, c'était marqué mot de passe. Alors, et le mot de passe, ce n'était pas tout à fait celui-là, mais quand je l'ai vu, j'ai rigolé. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est véridique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le quatrième, hein, en termes de fréquence dans la liste. Donc, il faut éviter les mots de passe comme ceux-là. On le sait bien. Mais moi, je m'étais dit, il y a quelques années, moi, j'ai un bon mot de passe, je suis tranquille. J'ai reçu une liste où il y avait, je ne sais plus, les 10 millions de mots de passe les plus courants. Puis je me suis dit, de toute façon, le mien, il n'est pas dedans. Puis je suis allé regarder, il était dedans. Donc, on n'est pas vraiment à l'abri. Et il y a quelques années, on a fait venir à l'ISC un champion du monde de cassage de mots de passe. C'était un jeune grec. Il est venu, puis il nous expliquait un peu ce qu'il faisait, comment il le faisait. On s'est dit, c'est intéressant, parce qu'après, on peut en déduire comment se protéger. Or, si vous deviez, en fait, choisir un bon mot de passe, parce qu'un bon mot de passe, c'est aussi un mot de passe dont on se souvient. Je connais quelqu'un qui travaille toujours avec des mots de passe de minimum 20. Hein. Mais là, j'entends... Mais il est très conscient de ce qui se passe. Hein. Mais là, ça devient... Voilà, il y en a peu qui font ça. Moi, je ne le fais pas non plus. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon mot de passe? Si vous ressortez de cette conférence avec ça, c'est déjà pas mal. Je vous écoute. Alors, s'il est aléatoire, oui, ça c'est bien, ça c'est l'idéal, hein, qu'il soit aléatoire, et puis si possible, quelle taille environ? Oui, 8 en tout cas, hein, on dira 8. 8, 9, 10, c'est un peu l'ordre de grandeur. Or, totalement aléatoire, c'est des fois difficile. Si on le choisit, parce qu'on a envie de s'en souvenir un peu quand même, qu'est-ce qu'il faut s'assurer qu'on choisisse? Des choses qui ne sont pas des mots courants et qui se rapportent à des connaissances très spécialisées et très particulières qu'on a, mais qui ne sont pas communes. Oui, ça c'est vrai. Essayez d'éviter. Par exemple, éviter aussi typiquement le prénom du conjoint, les dates de naissance, des choses comme ça, le nom du chien, etc. Mais vous avez peut-être vu que souvent les systèmes ils nous demandent qu'on ait au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un caractère spécial, au moins un chiffre. Puis souvent, on s'arrête là. Et puis, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui parmi vous a mis la lettre majuscule en début du mot de passe? Qui parmi vous a mis les chiffres à la fin du mot de passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on réalise ceci, on se rend compte que ce champion du monde de craqueur de mots de passe, il utilisait le fait que très souvent, les gens, quand ils ont ces contraintes-là, ils mettent la majuscule au début, des chiffres à la fin, puis ça réduit le champ de recherche. Donc, il faut mettre des majuscules ailleurs qu'au début, des chiffres ailleurs qu'à la fin, des caractères spéciaux. Une petite astuce, ils utilisent souvent des dictionnaires liés à des langues, donc pas mettre des mots courants, comme vous l'avez dit. À sa connaissance, il n'y avait pas de dictionnaire d'attaque de mots de passe basé sur le suisse-allemand. Pour se protéger du phishing. Le phishing, c'est ce qu'on a vu avec l'exemple de l'email qui était envoyé soi-disant de la part d'Olivier Ribot. C'est difficile, mais il faut savoir, par exemple, qu'une banque, en général, ne va pas dire de cliquer ici pour contrôler notre mot de passe, ou que notre compte fonctionne bien. Mais il y a des attaques qui peuvent devenir extrêmement fines et des fois difficiles à détecter. Mais donc, en général, je dirais, une règle importante, ne jamais cliquer sur un lien dans un email. Ça ne va pas vous protéger contre tout. Mais au moins, c'est comme si on traverse la rue sans regarder, on prend plus de risques que si on regarde un tout petit coup avant. Donc au moins, ne pas cliquer.
Évitez aussi de trop surexposer vos données personnelles. Trop souvent, on a par exemple simplement notre adresse email, on la met un peu partout. Dans le cas particulier de l'attaque qu'on a eue tout à l'heure, l'attaque Olivier Ribot, en fait de quelqu'un qui se faisait passer pour Olivier Ribot, les 100 collaborateurs de l'ISC ont été visés en très peu de temps. Pourquoi? Parce que le criminel était allé sur le site, il avait regardé la liste des collaborateurs, il avait vite retrouvé toutes les informations. Puis après, il disait, voilà, j'ai besoin que vous m'achetiez une carte iTunes, une carte cadeau iTunes. Enfin, je suis dans une séance et puis je dois pouvoir faire un cadeau à la fin, puis je ne peux pas le faire tout seul, donc merci de m'aider. Et puis bon, quelqu'un où il y a un rapport hiérarchique, qui est nouveau, par exemple, ou je ne sais pas, c'est vite fait de tomber dans le piège. Finalement, heureusement, une seule personne a acheté la carte, ça peut être bloqué avant, donc personne n'a été lésé. Mais c'est difficile de vraiment garantir que personne ne tombe dedans. Donc faire attention aux données qu'on partage. Personnellement, moi, je conseille aussi d'avoir des adresses e-mail privées multiples. Moi, j'ai plus d'une centaine d'adresses e-mail. Alors après, elles sont rapatriées sur une ou deux adresses. Moi, je ne vais pas avoir 100 comptes à les lire. Mais ça veut dire que si une adresse est corrompue, une fois, j'ai une adresse qui a reçu environ 300 emails à la minute. Ben, celle-là, j'étais content de pouvoir la désactiver. Si ça avait été mon adresse de l'UNIL, j'aurais dit zut. Les malwares, comment s'en protéger? On utilise, par exemple, à l'université, des systèmes qui vont mettre une première barricade. C'est ce qu'on appelle un pare-feu, un firewall. Mais de nos jours, on ne va jamais supposer que l'attaquant ne va pas pouvoir entrer dans de l'autre côté de la muraille. On sait que tôt ou tard, il va entrer dans la muraille, à l'intérieur. Donc il faut savoir se protéger, même si l'ennemi a passé la muraille. On va mettre comme des détecteurs, des choses qui vont petit à petit voir ce qui se passe. Mais bon, en tant que privé, c'est difficile de se mettre un firewall. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est éviter, de nouveau, par une simple hygiène de vie numérique, une bonne hygiène de vie numérique, éviter les gros risques. On n'est pas à l'abri, mais éviter les gros risques. Typiquement, vous le savez, il faut faire attention avec les pièces jointes, avec les liens Internet dans un email. Et les attaques, maintenant, sont beaucoup plus ciblées. Vous avez une réunion comme ce soir. Si tout d'un coup, j'envoie un email en me faisant passer, imaginons que je sois un criminel, hein, j'enverrai un email en me faisant passer pour Laurent Moraillon, puis je dirais, voilà en fait un message encore qu'il faudra mettre sur le site Internet. Mais il y a bien des chances que vous ouvriez le message. Donc il y a des personnes, par exemple ceux qui sont au RH, au secrétariat, des personnes qui naturellement reçoivent beaucoup d'emails, sont des cibles préférentielles pour les attaquants. Puis dès qu'ils ont réussi à entrer sur un des systèmes, comme ça, ils peuvent voyager dans l'infrastructure. Il faut savoir que parfois, il n'y a même pas besoin de cliquer. Le simple fait d'ouvrir l'email suffit à se faire infecter. Il y a même pire, vous pouvez aller sur un site Internet. Le New York Times a été victime d'une attaque comme celle-là, donc ce n'est pas un site qui est pire, hein, il y a pire comme site. Les personnes allaient dessus, lisaient simplement, mais le simple fait d'aller dessus faisait que l'ordinateur était infecté. Il n'y a rien besoin de cliquer. Simplement dire, on affiche la page du New York Times. Voilà des vecteurs typiques que vous connaissez. Pour compléter votre processus de vérification, vous devez cliquer, vous devez vérifier. Donc ne le faites jamais. Une autre manière, ça c'est aussi quelque chose qui est souvent utilisé par les criminels, c'est les sticks USB. On va dans une conférence, on place son stick USB dans l'ordinateur, puis ensuite c'est pour ça que moi je prends mon ordinateur. J'ai un peu plus confiance, j'aime pas tellement mettre un stick quelque part, l'enlever. C'est un petit peu comme une seringue, vous voyez, on met des seringues un peu partout. Non, je préfère en prendre une propre. Et là, qu'est-ce qu'ils font les criminels? Ils vont par exemple devant, s'ils veulent attaquer une entreprise, ils vont vers la porte d'entrée, ils laissent un stick USB, puis dessus ils vont peut-être écrire confidentiel RH, salaire des employés, et avec un peu de chance, il y aura quelqu'un qui va se dire, ben bon, j'essaye. Hein. Le spear phishing, ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui.
Donc là, des attaques toujours plus ciblées où ça devient difficile de voir en fait si vraiment c'est la personne ou pas. Donc ce qu'on conseille, c'est en cas de doute, même si vous recevez un email de Laurent Moreillon qui vous dit transférer 1 million sur ce compte, ça vaut la peine de lancer un petit coup de fil puis de dire est-ce que c'est bien vous qui me l'avez envoyé? Il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup avec ça. Parce que l'email qu'a envoyé le criminel à au nom d'Olivier Ribaud, il l'a mal fait, parce qu'on voyait que ce n'était pas son email. Mais simplement, en deuxième année bachelor, je montre à nos étudiants, alors ils doivent faire attention de ne pas le faire, ils sont tenus à faire les choses proprement, mais je leur montre comment envoyer un email où la réponse, l'email apparaît vraiment, à l'époque je l'avais fait avec notre ancien directeur, Pierre Margot, pierre.margot@unil.ch. Puis il y en a qui avaient bêtement recopié, qui avaient fait le TP, qui avaient fait, après ils s'étaient amusés à l'envoyer à leurs voisins. Ils avaient mis quelque chose de complètement ridicule sans penser que quand c'est vraiment bien fait, ça arrive chez le bon. Hein. Donc on peut facilement faire un email où on ne voit pas comme ça que c'est un faux. Et les personnes qui sont les plus ciblées dans les entreprises, comme je vous ai dit, c'est les RH et puis tous les directeurs, pour des raisons justement de hiérarchie. Finalement, comment est-ce qu'on va essayer d'attaquer un directeur? Parce qu'un directeur, souvent, il sera très bien protégé. Il aura un système qui est sûr, un système où il y aura eu beaucoup de protection informatique. Alors, pour terminer, je vais vous dire comment ils font. Ils vont travailler peut-être pendant des mois pour essayer de comprendre comment cette personne vit, quels sont ses hobbies, où ses enfants vont à l'école, dans quel club de foot il s'entraîne, etc. À quel endroit il va acheter ses pizzas. Une fois qu'ils ont un profil de la cible, ils vont regarder en fait les sites web sur lesquels il y a bien des chances qu'il aille, une fois ou l'autre. Puis parmi tous ces sites web, il va choisir peut-être le club, je sais pas, de rugby du village XYZ, qui est peut-être un peu moins bien protégé. Ils vont infecter ce site. Et c'est ça qu'on appelle un waterhole. C'est qu'on attend finalement que la victime aille boire dans ce site Internet pour se faire infecter. Pour terminer, juste quelques références. Donc Canvas, où là vous pourrez trouver en fait des choses qui peuvent intéresser, je pense, un peu toute la faculté. FIDIS, sur cette question de l'identité, des changements liés à l'identité dans notre société de l'information. Et puis ici, un ENISA, qui a des rapports aussi qui sont, chaque année, qui sont très instructifs dans ces questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci David-Olivier Jacques-Stifel pour cette passionnante intervention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. J'ai trouvé passionnant en fait, la différence, évidemment ça fait peur. J'avais une petite question. Il y a un moment, parce que quand je me suis intéressé à ces questions, par exemple sur l'encryptage, il y a certains ordinateurs, par exemple comme les Mac, où il y a un système, par exemple Firewall, qui a pour but d'encrypter en fait l'ordinateur. Alors après, il faut une clé de sécurité, etc. Ça, c'est efficace. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, on parlait des mots de passe. Moi, ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que si on a un ordinateur traditionnel, aussi sophistiqué que soit le mot de passe, en fait, on peut facilement craquer si c'est le mot de passe d'entrée de session en fait, de l'ordinateur. Et donc, je vais poser la question. La dernière question, c'est Mac, PC, c'est quoi le plus vulnérable en fait? Donc, c'est pas une question. Alors, la première remarque, ça fait peur. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur. C'était plutôt de vous donner, en fait, justement, certains réflexes qui, avec un peu de chance, vous éviteront, permettent d'éviter peut-être, je ne sais pas, 80-90% des attaques. Ce que je vous ai montré, si ça fait peur, je ne vais pas vous faire plus peur, mais j'entends, plus on en connaît, plus on se rend compte que ça, c'est encore que la partie visible de l'iceberg. La réalité fait encore beaucoup plus peur. Voilà. Bon. Ensuite, mais bon, voilà. Mac, PC, le fait que le Mac soit un peu plus fermé, traditionnellement à limiter un peu plus justement les attaques, mais de nos jours, il y a aussi des malwares pour Macintosh, pour les Apple, etc. Donc, même pour Apple, je dirais un minimum ayez un antivirus. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur Apple qu'on est protégé.
il faut savoir qu'il y a différents niveaux de vulnérabilité. Il y a des vulnérabilités qui sont connues, puis simplement les gens n'ont pas mis à niveau leur machine, donc ils restent vulnérables. Puis il y a des vulnérabilités qui ne sont pas encore connues, par exemple, du fournisseur, ce qu'on appelle des zero days, un petit peu comme ce qui était utilisé dans Eternal Blue, qui peuvent être là. Alors, un zero day pour Apple, actuellement, sur le marché, on parle d'environ 2 millions le prix, hein, si on arrive à en faire un exploit qui ne demande aucune intervention de la personne, c'est-à-dire une vulnérabilité qui permet ensuite de prendre contrôle de la machine, on va dire simplement. Donc ça veut dire que ça existe, il y a un marché pour ce genre de choses. Donc je dirais un peu tous les ordinateurs, les téléphones portables, tout est vulnérable d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des systèmes, quand on voit le prix des vulnérabilités, des bonnes vulnérabilités, ben ça montre quand même qu'ils sont relativement bien sécurisés. Après, ces vulnérabilités, elles peuvent servir aux criminels, mais c'est aussi des vulnérabilités qui peuvent servir aux enquêteurs pour pouvoir, par exemple, mieux retrouver certaines données dans des machines ou des systèmes qui ont été utilisés par des criminels qui ont fait des crimes graves. Oui. Alors, l'encryptage lui-même, si vous faites un bon algorithme de chiffrement, oui. C'est-à-dire, si moi je me programme mon algorithme de chiffrement puis que je le fais proprement, eh ben, je peux dormir tranquille. Et les fuites de Snowden montraient que la NSA, elle était empruntée quand le système était bien chiffré. Et même maintenant, les systèmes qui vont casser en fait, des systèmes chiffrés, ils ne s'attaquent pas au standard. Le standard actuel, ça s'appelle AES, Advanced Encryption Standard. Celui-là, à ma connaissance, il n'est pas cassé, et puis d'après les fuites qu'on a eues de la NSA, ils ne savaient pas le casser non plus. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être se dire, OK, l'algorithme est très très fort, mais la clé est faible. Le mot de passe n'est pas très bon. Ou bien on va essayer des moyens détournés, des failles dans le système qui vont d'une manière ou d'une autre peut-être nous permettre de trouver certaines traces liées à la clé, de trouver certaines traces liées à certaines activités qui vont nous permettre de casser le système. Mais ce ne sera pas une attaque sur l'algorithme. Donc pour répondre à votre question, les meilleurs algorithmes de chiffrement actuels, ce n'est pas le maillon faible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Quelle est la valeur des reconnaissances digitales ou faciales? C'est juste un gadget pour l'utilisateur ou bien ça protège un petit peu? Alors là, on a dans la salle un des meilleurs spécialistes. Alors clairement de notre école, mais probablement aussi au monde, hein, dans le domaine de la reconnaissance des empreintes digitales. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Christophe? C'est un très bon produit commercial. Non, c'est aussi valable que le mot de passe et ça s'échine. C'est à peu près de l'ordre de grandeur du mot de passe si vous voulez développer votre attrait. Merci. Une autre question encore? Une dernière question? Oui? J'aurais voulu savoir quel est le taux de protection qu'il peut y avoir dans les outils, dans e-banking, on utilise des tokens. Maintenant, on utilise des scanners, je ne sais pas comment on appelle exactement. Oui. Et quel est l'heure? Oui, voilà. Et je voulais savoir quel était en fait le niveau de sécurité de ces outils. Alors, quand on va faire une connexion, se connecter sur son compte en banque, déjà, la banque a envie de s'assurer que c'est bien nous. Donc il y a une première phase où on doit ce qu'on appelle s'authentifier, prouver que c'est nous. Alors typiquement, les systèmes les plus simples, ils vont simplement demander un mot de passe. Ça, on ne l'a plus en Suisse. Hein. Souvent, on a quelque chose, on a justement un token, ou bien on va recevoir un code sur son attel. On va utiliser différents canaux pour qu'en fait un criminel ait de la peine à pouvoir maîtriser tous ces canaux pour pouvoir en fait faire cette authentification. Donc je dirais le niveau de sécurité de l'authentification au niveau bancaire en Suisse, il est élevé. Le problème, c'est après. Parce qu'une fois que vous êtes authentifié sur votre machine, il y a des malwares qui attendent que vous soyez authentifié, donc ils vous font faire le travail difficile. Puis une fois que vous êtes authentifié, ils vont se dire, voilà, c'est maintenant le bon moment pour prendre contrôle, et puis dire, au lieu de transférer les 1000 francs sur ce compte-là, on va les transférer sur un autre, mais on va faire afficher quand même le compte que le destinataire voulait viser. Parce que quelqu'un qui prend contrôle de votre machine, il faut vous rendre compte que votre machine, c'est un environnement hostile. Il peut faire ce qu'il veut avec, en gros. Donc, on ne peut pas faire confiance à sa machine.
Et voilà, vous voyez quelque chose à l'écran, mais ce n'est peut-être pas du tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça qu'il y a des systèmes, par exemple dans la banque avec laquelle je travaille, je peux le dire, c'est une banque cantonale, la banque cantonale de Neuchâtel. J'ai un token qui, quand je mets un numéro, par exemple un code CCP sur lequel je fais le paiement, il me renvoie le signal à travers mon ordinateur jusque dans le token. J'ai un petit écran où je vois le numéro CCP. Donc si quelqu'un prend contrôle de mon ordinateur, à la fin, il ne pourra pas prendre contrôle de ce token qui, lui, ne peut pas écrire dedans. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire confiance à ma machine. La banque me demande une confirmation que c'est bien à ce compte-là, c'est le compte qu'elle a reçu elle, que c'est bien à ce compte-là que je dois envoyer l'argent. Est-ce que les QR codes sont fiables? Alors le QR code, oui, pour s'authentifier, c'est la première partie. Mais une fois que vous êtes authentifié, si en plus vous faites par exemple du e-banking avec votre Natel, alors ça je vous le déconseille, parce que ça veut dire que vous employez le même canal pour vous authentifier puis pour faire le e-banking, là ça devient très peu sûr. Par contre, pour l'authentification, le fait d'employer un QR code, comme ça c'est une bonne idée. Mais une fois que vous êtes authentifié, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il y a le problème. Et comme je dis, souvent je demande à mes étudiants, est-ce que votre ordinateur, est-ce qu'il est infecté ou pas? Et puis j'entends, je peux vous poser la question. Eh bien, je dirais normalement, la réponse, il n'y en a que deux possibles. Soit c'est oui, parce que vous avez un écran rouge comme tout à l'heure, où là c'est assez clair. Puis l'autre réponse, ben ça je ne sais pas. Donc, c'est mieux de se dire, on va agir comme si notre ordinateur était infecté. Que faire si l'on est victime d'un chantage? Alors, comme souvent, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Hein. D'un point de vue éthique, on peut se dire, si on paye, quelque part, on soutient une activité criminelle, on va soutenir un réseau criminel. Si personne ne payait, quelque part, à un moment, ils se fatigueraient et puis ils arrêteraient. En même temps, vous voyez, celui, comme j'ai dit, qui doit rendre son travail de master le lendemain, il était tellement préoccupé par son travail qu'il a oublié de faire des copies. Ça peut être tenté de payer 200 francs suisses. Mais encore une fois, en payant, on n'est pas sûr de recevoir le... Mais si on ne paye pas, on est sûr qu'on ne va pas le recevoir. Oui. Donc nous, on déconseille de payer, mais j'entends, c'est facile de le dire quand on n'est pas touché. Hein. Peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne et puis que l'apéritif tant attendu commence à chauffer. Donc une dernière question, peut-être, monsieur. La question est peut-être un passage vers la... Est-ce que parmi vos étudiants, vous avez des futurs criminels? Je tourne la question. Oui. Comment est-ce que parmi vos enseignants, vous avez des anciens criminels? Je crois qu'on peut répondre là, parce que alors, je peux déjà répondre parce qu'on demande toujours l'extrait du casier judiciaire déjà. Voilà, donc, voilà. On demande un extrait du casier judiciaire, on prend des précautions. Puis je dois dire que nos étudiants, c'est clair qu'ils ont accès à certaines informations comme celle-ci. Ils n'ont pas besoin forcément de suivre nos cours s'ils veulent devenir des cybercriminels. J'entends, il y a des tutorials sur Internet, donc je ne pense pas qu'ils en aient besoin. Et puis, dans le cadre de leurs études à l'ISC, on a besoin quand même d'avoir des personnes en qui on peut avoir confiance, parce qu'il n'y a pas que le numérique. Ils vont être confrontés à des analyses de drogue illégale, ils vont devoir travailler avec des armes à feu. Donc j'entends, c'est des étudiants voilà, qui ont un extrait de casier judiciaire vierge, qui sont suivis, qui sont encadrés. Et la plupart de nos étudiants ensuite font des carrières, soit dans les polices, soit dans des entreprises au niveau de la sécurité. Moi, je dirais, alors on ressent très fortement des belles motivations profondes du côté de nos étudiants. Après, j'entends, c'est comme toujours, hein, on ne sait jamais. Mais disons, il y a quand même un screening qui est fait pour éviter certains cas. Merci. Je crois qu'on va clore. Je suis désolé de clore, mais peut-être qu'on refera l'exercice. Hein. Merci, c'était passionnant. Ça montrait à quel point le numérique chez nous est très ouvert et très passionnant. Merci à toi. Et sans plus tarder, nous passons au dernier point de l'ordre du jour, l'apéritif. Merci beaucoup. Oui.